Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité pour cet épisode est naturopathe depuis 2011 et praticien en médecine fonctionnelle depuis 2014. Reconnu pour sa rigueur scientifique et sa vulgarisation, il a formé de nombreux naturopathes, nutritionnistes et entraîneurs à travers de ses formations de son institut d'apprentissage continu et pratique, Institut AAT. Veuillez accueillir Mathieu Bouchard. Mathieu Bouchard, bienvenue au podcast Santé Sport. Ben, merci Félix, merci pour l'invitation. Donc, tu es naturopathe depuis 2011, donc bientôt presque 15 ans. En quoi la naturopathie a changé ta vie? En fait, c'est drôle parce que la naturopathie n'a pas changé ma vie parce que c'était plus une continuité directe de comment je voyais déjà, disons, la préparation physique. Parce qu'en fait, moi, à la base, je viens du domaine de l'entraînement. Donc, je suis un ancien coach de bodybuilding. Puis, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes dans la compréhension ou dans l'information véhiculée par les coachs de bodybuilding. Donc, à la base, là, parce que je travaillais au Pro Gym à Montréal. Donc, je travaillais dans le plus gros gym au Québec ou au Canada. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de coachs. Et je voyais que quand j'allais dans des compétitions avec des athlètes, il y avait beaucoup de bullshit qui se disait. Puis j'étais là, même avec le peu de connaissances que j'avais dans ce temps-là, j'étais comme, ça fait aucun sens ce que tu es en train d'expliquer. Genre, ça se peut pas. Fait que déjà là, je m'étais mis à étudier des concepts relatifs à la naturopathie, donc essayer de comprendre la source d'une situation, donc la source d'un problème. C'est une amie à l'époque qui m'a dit, Mathieu, tu devrais faire ta naturopathie, c'est ça de la naturopathie. Donc, c'est d'aller étudier le corps humain pour aller toujours essayer de comprendre la cause d'une situation et de trouver la meilleure manière de la régler. Donc, d'amener ça à normal. Fait que j'ai commencé ma naturopathie avec cette personne-là, en fait, qui avait une école à l'époque. Donc, ça a vraiment juste été une continuité de cheminement. Puis, je l'ai continué après ça aux États-Unis en faisant ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle. Donc, des cours avec des universités américaines diverses, là, parce que j'ai fait plusieurs cours avec des universités diverses pour après fonder l'Institut AAT. OK. Puis, sans avoir un peu plus en détail, c'est quoi la naturopathie? La naturopathie en soi, c'est exactement ce qu'on connaît de la santé intégrative. Donc, la santé intégrative, c'est de considérer toutes les parties de l'humain dans sa santé. Ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, son état psychologique, donc son load d'intoxication externe, donc la pollution, les toxifiants. Donc, c'est un peu de considérer tous les aspects. Donc, c'est la méthode de santé holistique la plus holistique. Donc, disons-le comme ça, qui adresse tous les côtés de l'être humain. Il y a beaucoup d'approches holistiques. L'ostéopathie est une approche holistique. Il y a plein d'approches, c'est des médecines alternatives. Mais la naturopathie est peut-être celle qui englobe un peu tout parce que, justement, on adresse un peu tout. Donc, il suffit de, après ça, trouver sa niche là, en naturopathie. Là, c'est ça qu'on suggère à nos élèves, de trouver leur niche, trouver un sujet qu'ils aiment plus et de peut-être focusser sur ce sujet-là et de pratiquer principalement dans cet aspect-là. Donc, c'est vraiment une approche qui va englober l'être humain le plus possible et l'aider à s'améliorer en l'aidant à mieux incorporer des meilleurs modes de vie, une meilleure alimentation, des techniques. Tu sais comment l'humain devrait vivre, en fait. Là. Puis la médecine fonctionnelle, c'est pas de quoi qu'on entend souvent ici au Québec, là? En fait, ouais, c'est parce qu'on s'entend qu'au Québec, on a peut-être un système de santé qui est un petit peu plus long, un petit peu moins ouvert aux différentes pratiques, un peu plus long à réagir. On le voit, par exemple, qu'il y a des associations de médecine intégrative qui se sont formées dans les dernières années. On n'a qu'à penser à le docteur Evelyne Bordure-Roy qui fait de la diète cétogène, docteur Anne-Isabelle Dionne, les différents docteurs qui font de l'hormonothérapie, souvent sont très ouverts à l'approche plus intégrative. Donc, intégrative, fonctionnelle, on parle un peu la même chose. Là. Il y a des légères différences, là, mais c'est un peu le même concept. La médecine fonctionnelle, malheureusement, à mon avis, ça scie beaucoup trop sur des tests
Donc, ils font beaucoup trop de tests de laboratoire très, très coûteux et souvent avec une pertinence très minime. Donc, c'est un peu la lacune, à mon avis, de l'approche de médecine fonctionnelle. Donc, quand les gens qui ont étudié le IFM ou peu importe, les différentes universités de médecine ou les associations privées de médecine fonctionnelle, c'est de beaucoup trop faire de tests médicaux alternatifs pour des situations qui n'auraient juste besoin d'une bonne évaluation pour être bien comprises. Donc, ça vient que ça coûte très cher aux clients, mais pour des résultats souvent qui mènent nulle part si l'évaluation de base, l'évaluation standard n'est pas faite. Okay. Puis, tu en as parlé rapidement, là, les associations. Il y a un ordre professionnel des naturopathes au Québec? Non, il n'y a pas d'ordre professionnel et la naturopathie n'est pas chapeautée par aucun code, aucun rien. Chaque association a son propre code déontologique, a ses propres requirements, donc ses propres conditions d'entrée. Ils sont de plus en plus, il y en a certaines qui sont de plus en plus difficiles, donc justement qui sont de plus en plus picky. Personnellement, j'étais avec l'ANN. L'ANN augmente à chaque année ses critères d'admission, le nombre d'heures, sont un peu plus avant-gardistes. T'en as d'autres encore plus avant-gardistes. Ce qui est problématique à un certain point ou ce qui est peut-être triste, c'est qu'au Québec, on est une des seules provinces non plus qui ne reconnaît pas le diplôme de docteur en naturopathie. Donc, ce qu'on appelle un vrai ND, donc un docteur en naturopathie, qui est reconnu en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, par exemple, qui a un diplôme de 5000 heures, mais qui vient avec des droits de pratique. Tandis qu'ici, au Québec, un naturopathe n'a pratiquement pas de droits de pratique. Là. Tout est une zone grise dans les droits de pratique parce qu'on n'a pas de pratique. On n'est pas des professionnels de la santé. On est au même niveau qu'un massothérapeute. Là. C'est un peu la même affaire. Sauf que moi, je n'ai pas le droit de toucher du monde. Fait que c'est un peu ça. Fait que, il est un peu là le issue. C'est que c'est difficile d'encadrer une profession avec laquelle on ne donne pas de pouvoir ou pas de droit. Et parce qu'après ça, si tu veux l'encadrer, même les massothérapeutes sont mieux encadrés que nous, finalement, là, parce qu'ils ont un nombre d'heures minimum, c'est très accrédité, tous les programmes sont similaires, donc vont s'équivaloir. Mais en naturopathie, c'est très, très complexe, c'est très large, ce qui est approuvé. Donc, c'est un peu ça. Le défaut là-dedans, c'est que les associations ont le contrôle sur ce qu'ils approuvent. Et il y a quelques associations qui, je dois avouer, de mon opinion personnelle, qui s'en foutent un peu. Donc, je pense que c'est pas méchant. On dirait que le but, c'est de collecter le chèque, puis ça ne change rien. C'est pas super proactif dans le fait de faire évoluer la pratique de la naturopathie. ANN, c'est-tu pour Association naturopathe nationale? Oui, c'est ça. Association des naturopathes. Il me semble que oui. Là. Je me souviens jamais du nom. Fait que là, Marie-Céline va me chicaner. Mais attends, je vais te le dire. Je suis sur Google actuellement pour ne pas me faire chicaner. Juste pour s'assurer que tout le monde trouve le bon. Ouais, là. l'Association nationale des naturopathes. Moi, j'étais avec cette association-là depuis un bon moment. Il y en aurait d'autres que j'aurais pu appliquer. Moi, je trouve que j'ai un bon service avec l'ANN. Puis je trouve que la présidente s'appelle Marie-Céline. Elle est très gentille, très proactive, très impliquée. Exemple, dans le congrès, le World Naturopathic Congress. À chaque année, il y a un gros congrès de la naturopathie mondiale en Europe. Puis elle est impliquée dans ce projet-là chaque année. Donc, il travaille conjointement avec les organisateurs pour essayer d'offrir le meilleur événement possible. Moi, j'adore ça. Moi, des gens qui n'ont pas d'ego comme ça puis qui sont prêts à te donner, là, je les adore. Super. C'est quoi la formation, celle-là que tu as suivie, celle-là au Québec, pour devenir naturopathe? Sur papier, la formation, c'est 1200 heures de formation avec anatomie, physiologie, nutrition, herboristerie. Comme anatomie, physiologie et biochimie, c'est la même base pour toutes les formes de médecine. Alternative ou pas alternative. C'est un tronc commun. Tout le monde a le même nombre d'heures. Peut-être que les médecins n'ont sûrement plus que nous, là, mais je veux dire, c'est un prérequis. Donc, c'est un peu la même base. Après ça, en naturopathie, c'est sûr que, exemple, moi, mon école, on va y aller vers une approche un peu plus médecine fonctionnelle, donc en compréhension, pas en test, mais en poussant beaucoup plus loin les mécanismes, en aidant les élèves à aller vraiment creuser
à la base sans leur donner trop d'informations inutiles. Parce que moi, mon cerveau est comme ça. Moi, l'école, je trouvais ça redondant et lent parce que répéter des concepts que tu as compris, le 8 cours, juste pour le fait de repasser des heures en classe, je trouvais ça ridicule et inutile. Donc, les élèves on a créé un programme qui est beaucoup plus streamline, que si l'élève comprend, il avance vite. L'autre qui ne comprend pas, ben, il peut reviser, il peut nous poser des questions, Donc, c'est vraiment d'y aller vers une compréhension du corps humain, des différents systèmes. Surtout, les hormones sont parlées beaucoup. Donc, on essaie de vraiment expliquer le concept des hormones, le concept des dysfonctionnements hormonaux aussi, bien sûr, parce qu'en naturopathie ou dans la population générale, on va voir quand même des problèmes de dysfonction, mais tu sais, la résistance à l'insuline en est un, les problèmes de fertilité chez la femme, les problèmes de cycle menstruel, c'est tous des problèmes hormonaux. Donc, c'est certain qu'on veut expliquer aux clients, aux élèves, qu'ils soient capables de bien comprendre le sujet pour l'adresser de la bonne manière avec les bons conseils. Donc, parce qu'un naturopathe ne traite pas. Un naturopathe va juste accompagner, va essayer d'optimiser la santé de la personne qui le consulte. OK. Fait que c'est très large ce qui peut être enseigné. Là. C'est vraiment très, très large. Mais à la base, il faut tout respecter une base d'anatomie, physiologie, biochimie. Ouais. Puis toi, tu as l'école ATT, athlétique. AAT, oui. Applied Athletic Therapeutic, ouais. AAT. Puis, tu as fondé cette école-là pour quelle raison? Ben, tu sais, je suis copropriétaire avec Mélodie depuis 10 ans parce que, justement, là, 10 ans, les écoles de naturopathie n'avaient moins qu'on a là. Et ce qu'il y avait de qualité, c'était en classe. Donc, il fallait que tu te déplaces, tu ailles en classe, tu dépenses entre 20 000 à X 1000 $ pour faire le programme et en plus y aller. Fait que je me disais, Colin, c'est pas accessible. C'est pas quelque chose que la plupart des gens veulent refaire ou même réorientation de carrière. Parce qu'on pogne quand même pas mal de kin, pas mal d'infirmières qui veulent changer de domaine. Parce que justement, juste à force d'être confrontés au domaine normal, j'imagine que ça leur donne peut-être une claque d'en face puis ils veulent voir qu'est-ce qui est fait ailleurs. C'est un peu pour ça qu'on a créé le programme à la base. Le programme de naturopathie date de fin 2017, début 2018. Au début, on faisait juste des formations continues. On donnait juste de la formation de week-end, donc sur des sujets très précis comme le système digestif, comme les maladies auto-immunitaires, comme la résistance à l'insuline. Donc, on était plus dans la formation continue. OK. Puis là, dans le fond, ça permet... Votre école est maintenant en ligne. La formation est en 100% ligne. en ligne. Ouais, c'est tout des vidéos, des documents de cours, des livres. Les mêmes livres qu'à l'université, en fait. Là, j'ai regardé, puis c'est des livres qui sont offerts à l'université canadienne ou américaine, là, pas tout le temps à l'UQAM. Mais je veux dire, on essaie de prendre des livres de grade universitaire pour que nos élèves aient des livres d'accompagnement dans leur programme pour être capables justement d'avoir la même information. Donc, pour la base. Et après, nous, on fait des documents de cours pour accompagner ça. Donc, les documents de cours sont beaucoup plus condensés, streamlinés, puis on s'assure que les documents de cours soient mis à jour souvent, puis que l'information soit véridique. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis très, très à cheval là-dessus. Mélodie aussi, si c'est pas vrai, je le dirai pas. Si c'est pas vrai ou s'il y a une nuance à faire, dans le document, je vais mettre un paragraphe qui explique la nuance, disons, en caractère gras ou dans un encadré pour que l'élève soit bien capable de comprendre la nuance du propos. Parce que justement, en médecine intégrative ou en santé intégrative de naturopathie, il y a des nuances beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, ce que beaucoup de gens ne font pas, y compris des collègues à moi là, qui ne font aucune nuance. Mais malheureusement, c'est ça. Parce qu'on essaie, nous, chez Institut AT, d'être l'inverse, d'amener beaucoup, beaucoup de nuances à ça. Puis, tu as mentionné que tu avais des élèves, des fois, qu'il y avait des réorientations de carrière, des kin, des infirmiers, des infirmières. Est-ce que la naturopathie leur permet d'avoir un sentiment d'aider plus concrètement un patient? En fait, c'est souvent ça le commentaire qu'on a quand on se fait approcher par une réorientation de carrière d'un autre professionnel. C'est vraiment ça. C'est d'être, je vais être capable de mieux comprendre et d'aider plus concrètement. Puis c'est ça, je l'invente pas. J'ai des courriels, je pourrais les sortir, puis il y en a plein là, que c'est
Parce qu'on discute avec eux, souvent ils m'appellent, on discute au téléphone, puis c'est toujours ça le but. Hey, je vois ce que vous faites, puis j'aimerais ça faire ça. Ben parfait, on peut t'aider. Dans le nom de ton école, il y a le mot athlétique. Ouais. Puis souvent, il y a beaucoup de naturopathes qui sont, quand je regarde les différents sites, c'est souvent relié avec l'entraînement physique. Pourquoi Souvent, la naturopathie et l'entraînement physique sont très proches l'un de l'autre? Ben, c'est que ça fait partie, tu sais, le mouvement ou l'exercice fait partie de l'approche naturopathique. Il faut être capable de comprendre que l'humain doit bouger à la base. Là. Si dans tes recommandations, il n'y a pas il faudrait que tu te lèves de ta chaise une fois par jour, tu n'as pas compris que l'être humain n'est peut-être pas fait pour être assis 8 heures par jour. C'est dans les bases. Pourquoi au Québec? C'est parce qu'au Québec, souvent, il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent devenir naturopathes. Parce que ça ajoute beaucoup, on va dire en anglais, beaucoup de cordes à leur arc d'un coup. On a beaucoup d'entraîneurs qui sont devenus naturopathes, puis ils sont encore entraîneurs, mais la manière qu'ils pratiquent maintenant va être beaucoup plus intégrative, va être beaucoup plus complet, on dirait beaucoup plus rond. Donc, il y a beaucoup plus de facettes à leur volet d'entraînement. Puis ils nous le disent, là, ça a apporté une autre dimension complètement à ma vision de mon client, sans arrêter d'être entraîneur. Juste plus de connaissances. Plus de connaissances pratiques sur des sujets que tu as besoin de savoir, parce qu'un entraîneur aussi devrait être bon en physiologie, devrait être bon en endocrinologie, devrait comprendre ces affaires-là au minimum s'il veut vraiment prendre des clients de tout type. Après ça, le client qui veut juste s'occuper de Ginette, 68 ans, qui veut perdre 5 livres, bon, ben peut-être qu'il n'a pas besoin de tout faire ça. Mais après ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui, eux, veulent aider beaucoup de monde. Donc, ils vont aller avec une approche plus globale. Okay. Y a-t-il des limites à la naturopathie? Oui, tu sais, puis je l'explique à mes élèves souvent, puis c'est drôle, on en parle, moi puis Mélodie, souvent. À un certain point, on va dire au client, ouais, là, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Et là, il faut aller voir un spécialiste, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir pourquoi. Ben, moi, c'est pas ma job. En anglais, ils disent it's above my pay grade. Ben, c'est ça. Fait que, souvent, c'est ça le client. Les clients qui me contactent des fois avec des conditions là, que tu capoterais. Là. Il m'envoie le résumé du dossier, il m'envoie des prises de sang. Puis je suis comme, j'ai pas le droit d'analyser de prises de sang. Là. Je suis capable de les lire, là, mais j'ai pas le droit de donner rien, pas le droit de. Puis là, souvent, je vais leur dire, écoute, je comprends ce que t'as, ouais. Pas de la magie que je fais, là. On dirait là, de la magie, là, mais ça n'en est pas. Fait que ça arrive. Il faut, je dis souvent à mes élèves, respecter vos limitations. On ne peut pas traiter, on ne peut pas dire au client qu'il y a une condition médicale, on ne peut pas faire de la médecine. C'est pas légal. Comme on ne peut pas s'occuper, ça c'est très clair, c'est un point qu'on en parlait avant de commencer là, avec les nutritionnistes. Je ne peux pas m'occuper d'une personne qui a un problème de santé et dire oui, je vais m'occuper de ça avec toi. Non. C'est pas ma job, c'est la job d'un nutritionniste. Les clients qui me disent ah, salut, j'ai du diabète, j'aimerais ça que tu m'aides avec ça. Pas de problème, voici le numéro de Vanessa Daigle qui habite, je pense, à Québec, qui est nutritionniste, elle va t'aider avec ça. Oui, mais t'es capable? Oh, je suis capable. Oui, puis il n'y a pas le droit. Fait que voici le client. Puis souvent, c'est déjà arrivé, le moment donné, je réfère, puis la nutritionniste me dit Mathieu, je pense que tu connais le sujet plus que moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le droit. Fait que je te le donne. Et puis tu vas être capable de gérer ça. C'est pas plus compliqué. Mais c'est juste de le faire. Mais après, il faut le respecter. Au Québec, actuellement, c'est ça le droit de pratique. On peut aider les gens avec leur alimentation, mais on ne peut pas les aider à gérer une maladie. Il faut que tu sois très clair avec le client. C'est pas ça notre approche. On n'est pas supposé travailler là-dessus. Tant que c'est mis clair avec le client, il n'y a pas de problème. Dans le fond, vous ne pouvez pas diagnostiquer non plus. Pas de diagnostic, c'est pas légal, puis pas de traiter des conditions médicales. Qui ont été diagnostiquées par un médecin. Exact. OK. Parce que c'est arrivé des fois, ah oui, on m'a dit de contacter un nutritionniste, je m'en faire affaire avec toi. Premièrement, je ne suis pas nutritionniste, je suis naturopathe. Donc, pourquoi ça? Parfait, c'est pas mon travail. Donc, je vais te référer. Quelqu'un qui dit, je suis maniaco-dépressif, je claque des dépressions quasiment tout le temps. C'est ça. Ça va être une recommandation d'aller voir un psychologue, puis au pire si tu veux améliorer certains aspects de
ta vie en général, ça, je peux t'aider avec ça. Mais le côté maniaco-dépressif, on n'en abordera pas ça. C'est pas mon département. OK. Je te dirais pas de prendre la poudre de perlimpinpin pour gérer ça. C'est pas ça. J'ai deux petites questions que je voudrais te poser, si c'est des mythes ou des réalités à propos de la naturopathie. Puis tu peux développer amplement sur chacune d'elles. La première, la naturopathie est anti-médecine conventionnelle. Les deux. C'est vrai et c'est faux. Okay. Personnellement, nous, à l'Institut AT, pas du tout. On le dit aux élèves, on est très, très clair. C'est même le premier module, c'est décrivez-nous l'approche. Qu'est-ce que vous pensez qu'est l'approche naturopathique dans le monde moderne et le rôle du naturopathe? Puis dans les réponses, le monde, on le voit que la plupart des gens nous suivent parce qu'ils vont répondre qu'on est complémentaires. C'est qu'on fait vraiment un rôle d'accompagnement, d'éducateur. On n'est pas là pour remplacer la médecine. Puis quand les élèves ne le mentionnent pas dans leur texte, je vais leur dire, il ne faut pas oublier que le rôle du naturopathe, c'est un rôle complémentaire, c'est un rôle d'accompagnement. Comme quand on parle d'herboristerie, il y a une question qui est quelle est la différence entre une plante et un médicament? Élaborez et justifiez vos réponses. Puis quand les personnes ne me donnent pas la réponse, ben que justement, un ne remplace pas l'autre, je leur dis, les deux ne sont pas équivalents. La plupart des médicaments traitent de manière aiguë et spécifique des conditions. T'sais, si une personne veut se suicider, prends un antidépresseur fort. Pourquoi? Parce que faut au moins bloquer ce signal-là. Après, c'est pas avec du Rhodiola que tu vas gérer ses envies suicidaires. Là. Fait que, c'est un peu ça. Là. Fait que, chacun a son... La médecine alternative est meilleure en prévention, puis est meilleure en éducation parce qu'on a le temps. Mais si j'avais un problème aigu, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois en pratique d'avoir des clients me texter. « Oh, Mathieu, là, ça fait 3 jours, j'ai la diarrhée, je fais quoi? » Parfait, t'appelles le médecin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va à l'hôpital. Tu sais, je veux dire, si ça fait une semaine, t'as la diarrhée, ben, va à l'hôpital. Je peux pas rien faire. Tu comprends? Tu sais, je dis, ben, t'as pas de truc. Oui, mais va à l'hôpital. Ils vont te donner quelque chose, ils vont te mettre sous soluté, on en jasera après. Tu sais, ça me fait toujours rappeler une anecdote d'un de mes mentors qui s'appelait Alex Vasquez, qui est un docteur en naturo, ostéo et chiro aux États-Unis. Donc, là, il a 3 doctorats professionnels. Puis il compte une anecdote. Quand il faisait du bureau aux États-Unis, il faisait beaucoup de walk-in. Tu peux rentrer, s'il y avait une place, tu avais le prochain rendez-vous. Il dit un client qui se rend dans mon bureau, un monsieur quarantaine, il dit pas en forme, mais il dit pas hors norme, pas en forme pour un Américain. Là. Il s'assoit dans la chaise. Première affaire qu'il fait, c'est qu'il prend la pression artérielle parce que c'est normal. Il prend sa pression, il va s'asseoir au bureau, puis là, sur son bureau, le petit écran allume pour montrer la pression. T'sais. Puis la pression qui était marquée, c'était genre 208 sur 125. Fait qu'il a débarqué, il s'est levé, il a débarqué le brassard, il a dit au gars, tu vas là au bord de la rue, il y a un hôpital, ouais, tu t'en vas là. Il dit non, mais non, je veux pas savoir ton nom, je sais pas t'es qui, t'es jamais rentré ici, là au bord de la rue. Il dit, mais non, je veux plus te parler, l'autre côté de la rue. Il dit, si tu t'en vas pas, je t'appelle une ambulance. Fait qu'il dit, OK. Il dit, le gars est sorti. Il dit, pourquoi? Il dit, 208 sur 125, qu'est-ce que je fasse? Il dit, ça se peut que tu aies un arrêt cardiaque là. Fait qu'il dit, va-t'en, je veux pas te parler. Il dit, traverse l'autre côté de la rue. Il dit, l'hôpital est là, ils vont avoir le plaisir de te prendre avec cette pression-là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Le client m'appelle, il y a quelque chose de problématique aiguë. Oui, t'as-tu vu un médecin? Non, appelle un médecin. Oui, mais il ne m'appelle pas. Ah, pas mal sûr que si tu appelles à la clinique avec les problèmes que tu as là, ils vont te parler. Il va voir le pharmacien, il va t'arranger ça. Mais c'est ce que j'allais mentionner. C'était la diarrhée depuis une semaine. L'hôpital, c'est sûr, c'est une bonne place, mais au Québec, on oublie souvent les pharmaciens qui ont. Ils peuvent pas poser de diagnostic, mais ils peuvent quand même aider. Si ben, souvent, moi, j'envoie au pharmacien à la base. J'ai au client, ton pharmacien, tu pas pire. Parce que des fois, ils vont dire, ouais, il est un peu bête. OK. Tu vas peut-être pas voir lui, on va voir un autre pharmacien. Mais je veux dire, va voir un pharmacien puis pose les questions. Parce que des fois, les clients, surtout quand c'est pas mes clients, ils prennent beaucoup de médications. Si tu as un effet secondaire de ta médication, si tu as un nouveau médicament, j'ai pas le temps de te poser des questions-là. Genre, t'es pas mon client. Va voir le pharmacien, poser des questions. Puis ça m'est arrivé plein de fois là, que c'était ça. Le client me disait après, oh, oui, j'ai un nouveau médicament. Finalement, c'était ça, il me donnait la diarrhée. Peut-être pas une bonne idée de continuer. C'est tout le temps ça. Puis les pharmaciens, il y en a beaucoup qui sont très ouverts à discuter de ça avec toi. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai une cliente qui prenait un médicament pour dormir.
Puis là, quand je le vois dans sa liste, je dis, ouais, puis t'as-tu avec ça? Elle dit, ouais, mais je file bizarre, je file pas bien, je file. OK, je dis, écoute, moi, j'irais parler de ça avec le pharmacien, puis peut-être tu peux lui proposer une autre alternative de médication. Parce que si celle-là ne te fait pas bien, parle avec lui. Tu sais, j'ai donné des exemples. Parce que j'ai dit, gars, il y a celle-là qui existe qui est une autre molécule. Ça qui existe qui est une autre molécule. Tu sais, je dis, moi, je ne sais pas ton cas pour le sommeil. Je ne te suis pas pour ça. Bon, le pharmacien, puis glisse-y un mot. Puis comme de fait, elle m'est revenue 2 jours plus tard. Elle dit, parle mon pharmacien. Il dit que c'est une maudite bonne idée, ta suggestion. Parce que je réponds pas bien au premier. Puis elle dit ça, c'est totalement pas ça. Tiens, on va y aller avec ça. Tu sais, des fois, là, le médecin il est habitué de prescrire la même affaire. T'sais, souvent, c'est tout le temps ça. Non, pas parfait, lui, il a son préféré, c'est ça, il donne ça. Puis c'est correct, là, je veux dire, lui, il est habitué de travailler avec celui-là. Mais il y a des nouveaux médicaments, il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles manières de le faire. Puis des fois, moi, j'envoie des clients des centaines par année. Fait que c'est sûr que des médicaments, j'envoie un paquet. Là. Fait que des fois, genre, ouais, c'est pas pire ça. Là, je regarde ce que c'est. Ah, OK, c'est pas pire comme médication. C'est mieux comme médication. Fait qu'on peut-tu essayer de faire des recommandations? Bah, c'est ça. OK. La deuxième que j'ai, je pense que tu viens d'en glisser un mot là-dessus. La naturopathie est basée sur des croyances et non sur la science. Le pire, c'est qu'au Québec, c'est vrai, il y a encore beaucoup d'écoles que leur naturopathie, je serais gêné d'enseigner ça. Parce que justement, c'est basé sur des systèmes de croyances, basé sur des systèmes archaïques qui n'ont aucun rapport avec la médecine ou la science. Malheureusement. Pourquoi? Ben justement parce qu'au Québec, l'encadrement est déficient et on devrait beaucoup plus s'asseoir sur un... On devrait toutes les écoles devraient opter pour un programme qui ressemble au programme de médecine docteur, sans avoir le 4500 heures là, des Américains, là, mais devrait s'en aller vers une approche scientifique de la naturopathie. Donc, vers les explications de la naturopathie. Un peu ce qui est enseigné à Bastyr, qui est la plus grosse université américaine de naturopathie, ou à Boucher, qui est au Canada. Donc, vraiment, s'en aller vers un programme comme ça pour le plus scientifique possible. Le naturopathe arrive sur le terrain puis qu'il n'a pas l'air d'un imbécile s'il se met à parler avec un pharmacien. Il va dire, oui, c'est mon chakra du cou. Non, écoute bien. J'haïs pas le chakra, je trouve ça bien intéressant le yoga, mais parle pas de ça avec un médecin parce qu'il va rire. C'est un peu ça. C'est d'y aller vers une approche scientifique. Puis c'est tout le temps ça qu'on fait. J'ai fait un post sur ma page personnelle hier. Ça faisait 1 an et demi que je révisais tous les documents de formation de l'Institut AT. Parce que les documents, on les révisait toujours à chaque année. Depuis 2018, on révisait les documents tout le temps un petit peu. Change une tournure de phrase, change un graphique, change une étude, rajoute une étude. Bon, rajoute ça, change l'étude. Change le wording parce que ça ne fit plus. Mais là, dans 1 an et demi, je me suis dit, écoute, là, je suis dû pour, au complet, tout refaire, tout réanalyser, tout enlever le matériel que je trouve ouais, ça c'est un peu moins à jour. On va tout le refaire. Ça m'a pris 1 an et demi. J'ai fini hier. Fait que de tout réviser, on donne aux élèves 7 documents qu'on a écrits nous-mêmes pour l'Institut AAT. Donc, ils vont être entre 60 et 70 pages. Maintenant, ils ont tous entre 70 et 90 pages parce qu'en rajoutant, en revisant, ben, rajoute du matériel, rajoute. Clarifie. L'intelligence artificielle a été très intéressante pour ça. Aider à clarifier des concepts, aider à ajouter des méthodes pédagogiques. Donc, il faut lui donner ça. Et ça, c'est très capable de le faire. Fait que ça a été beaucoup ça. Puis reviser tout le visuel. Donc, refaire les formations maintenant en Canva parce que c'est plus beau. C'est plus facile à lire, c'est plus visuellement attrayant. Donc, tout a été revisé. Puis j'ai terminé hier. Donc, l'enregistrement va commencer dans le reste de l'année pour idéalement finir avant 2025. Parce que je ne pouvais pas ne pas le faire et continuer à dire à mes élèves, oui, on a une formation, on a une très bonne formation. Mais d'après ça, les autres écoles aussi avancent. Donc, pas toutes, là, mais il y en a certaines qui continuent à avancer. Mais donc, on s'est dit, nous, on va faire comme on faisait avant, on va être en avant. On ne va pas avancer, on va se remettre en avant au niveau de l'information qui est véhiculée. L'avantage d'une formation en ligne, c'est que moi, la virée de bord, ça ne me prend pas 10 ans. Tu sais, ça veut dire virer les formations de bord, ça m'a pris 1 an. Puis là, c'est tout viré de bord en 2025. Là.
Fait que tout ce qui est véhiculé, c'est encore vrai en 2025. Donc, c'était ça qu'on voulait faire avec l'Institut AD. Ça, le manque de régulation fait en sorte que le cursus n'est pas prédéterminé, n'est pas obligatoire pour avoir donné une formation. Il y a des phases obligatoires, comme je t'expliquais. Il y a des anatomie, il y a des nombres d'heures, physiologie, il y a des nombres d'heures. Mais après, comment t'enseignes la naturopathie, ça, c'est pas encadré. Donc, c'est vraiment triste. On le voit. On le voit ce qui se passe dans le milieu aussi. Là. On voit très bien la différence de compétences d'un naturopathe à l'autre. Mais encore là, il y a des différences de compétences d'un médecin à l'autre, d'une infirmière à l'autre, d'une nutritionniste à l'autre. Fait que, même avec la même formation, il va y avoir une différence de compétences selon comment la personne est capable d'appliquer les concepts qu'elle a appris à l'école. C'est beau de le vomir sur un bout de papier, mais après ça, de le mettre en pratique, c'est pas toujours évident. Nous, le dernier volet, c'est un volet plus pratique, justement. Les élèves doivent résoudre des études de cas, doivent passer des heures avec nous à discuter d'études de cas pour, justement, avoir la certification. Donc, tant que ça, c'est pas fait, ou qu'on ne trouve pas que leurs réponses sont suffisantes, ils ne passent pas. Puis ils reviennent dans 2 mois pour faire la prochaine fois qu'on le fait. Il n'y a pas de passe-droit. C'est arrivé cette année que j'ai une élève. Ouais, mais là, on va le faire en privé, là, je vais le payer. Non. Non. La prochaine date, c'est mois d'avril. Voici la date. Tu viendras. Tu ne passes pas. La prochaine date est au mois de juin. Fait que je m'en fous que ça te ralentit. C'est pas le but, c'est pas une course, là. C'est d'avoir une bonne... une bonne compréhension. Tu l'as appris. Oui, c'est ça. D'être capable de le vivre. Puis souvent, nous, on leur présente en vrai, au dernier module, on leur présente des cas qui sont en groupe de 4. Puis il faut qu'ils, justement, qu'est-ce que tu penses de ce cas-là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ferais? Vas-y, justifie. Ne fais pas juste me répéter ce que tu as lu dans le cours, je vais le voir, ça ne marche pas. Là. Si tu poses une question, puis tu es comme, c'est ça, tu comprends pas. Là. Tu fais juste me répéter ce que tu as lu. Fait que c'est pas ça le but. Parce que le client, quand il va être devant toi, il va te parler. Oui, il faut que tu prennes des notes, puis tu fasses en même temps de l'analyse pour être capable de comprendre pour qu'à la fin du rendez-vous, tu aies une idée où tu t'en vas avec. Puis pour continuer sa science, là, au niveau des recherches puis des articles de journaux sur les médias sociaux qu'on va passer, c'est souvent des gros headlines vraiment accrocheurs, des gros hooks. J'ai lu que toi, tu te considères comme un scientifique de divan. C'est un terme que mon ami, j'ai un gars que j'étudiais beaucoup, un peu moins maintenant parce qu'il est très occupé, et moi aussi, qui s'appelle Gabor, qui est un Hongrois, on jase par télégramme finalement. Lui, c'est un gars qui vient du food industry. Il a une maîtrise en food processing. Puis il a décidé à un moment donné de commencer à étudier la résistance à l'insuline. Puis il est devenu incroyable. C'est pour vrai. Moi, je pensais que j'étais bon. Quand je l'ai rencontré, je fais OK, on est à un autre niveau. Mais moi puis lui, en même temps, par exemple, là, on a fait comme... Tu sais, on a poussé ça à des limites qu'à un moment donné, OK, on est trop loin. Là, genre, ça sert à rien, on n'aura pas de discussion avec personne. Fait que après ça, c'est le fun parce que de le remettre dans une formation, il faut vraiment que tu le simplifies. Mais lui, justement, il disait que c'était un terme approprié. Parce qu'il dit on aime ça des études, on n'est pas des chercheurs. C'est pas... je ne suis pas chercheur. Demande-moi pas d'analyser des différentiels de Mendelian randomization. Je ne suis pas capable de le faire. Mais de comprendre une étude, de la lire, puis de voir, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça, ça, je suis capable. Dans la formation, on fait un petit module qui s'occupe justement à comprendre une étude scientifique. Puis c'est juste la base. Là. On donne c'est quoi une valeur P, on donne la base, puis des petites études faciles avec 8 questions, puis un quiz. C'est juste pour voir, regarde, voici 2 études relativement faciles, mais tu vas apprendre à les lire, au moins, de manière intelligente. Qu'après ça, tu vois une étude, la viande rouge tue, tu vas te rendre compte que c'est peut-être un peu de la merde. La manière qu'elle s'écrit, tu vas peut-être te rendre compte que c'est peut-être pas pertinent. Ben, c'est ça. Si tu avais des trucs, toi, tes trucs, quand tu lis une étude, sur quoi tu te bases pour savoir si es-tu légitime, es-tu pertinente? Ben, encore là, tu sais, je vais souvent commencer à lire mon introduction de comment ils font leur résumé. Là. C'est quoi le sujet? Là? De quoi ils veulent parler? C'est quoi qu'ils vont parler là-dedans? T'sais, après ça, tu regardes les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont testé? Qu'est-ce qui n'a pas été testé? Comment ça a été testé?
si c'est sur une plante, quelque chose, y a-tu un double blind? Y a-tu un randomized double blind? Y a-tu un groupe témoin? Est-ce qu'on peut juger de la pertinence avec des valeurs très, très précises? Bon, est-ce que l'étude a été répliquée? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont publié sur ce sujet-là qui laisseraient penser que ça, c'est peut-être juste que le next step? Tu sais, parce que des fois, le monde va dire « Ouais, j'ai lu une étude sur ça, l'affaire, ça fonctionne. » T'as-tu lu un autre? T'as-tu lu une étude sur au moins T'as-tu vu, par exemple, au moins sur quelque chose qui est vivant, qui montrait que ça marche? Ouais, non, mais il y a une étude sur des... Ouais, c'est ça. In vitro, le leap vers l'être humain est trop compliqué. Tu sais, souvent, ça fait-tu du sens, finalement? Tu sais, des fois, je lis des études, puis j'ai un ami qui, lui, est à l'UQTR, Jean-Philippe Morin. Donc, je connais bien, qui habite... lui, il a une maîtrise en kinésiologie, là, tu sais, puis il aime ça. Lui, il lit des études, il adore ça. Là. Fait que des fois, je lis une étude, puis je suis comme... Tout le monde n'a fait aucun sens, cette étude-là. Tu sais, genre, juste, il y a des phrases qui font pas de sens, la manière que c'est écrit. On dirait que ça perd toute crédibilité. Fait que j'envoie... Je dis, ce que je t'ai mis en jaune, me semble, ça fait pas de sens avec ce qu'ils sont en train de me dire. Il dit, t'as totalement raison. On dirait que cette phrase-là n'a pas rapport dans le reste, mais eux pensent que c'est ça. Fait que tu fais comme, OK, premièrement, ça fait que c'est fini. Là. Leur compréhension du sujet est off. Ben, c'est ça, elle n'est pas bonne. Fait que on regardait beaucoup le concept de HRV ensemble, donc le Heart Rate Variability, parce que lui, il fait, je pense son document de maîtrise là-dessus, justement. Fait qu'on en a parlé pas mal. Puis on regardait les études en rapport avec ça. Puis des fois, tu lis les études, tu fais Chris, c'est bien bizarre la manière qu'il explique ça. Puis là, j'ai envoyé, je dis, oui, c'est mal écrit, ça. Il dit, c'est vraiment mal écrit. C'est comme écrit à l'envers. Ah, OK, phew. J'étais pas sûr que je comprenais. Là. Je lisais l'étude, j'étais comme, ils ont des résultats, mais je suis pas certain que le résultat, c'est ce qu'ils pensent que ça veut dire. T'sais. Mais bon, c'est ça. Et puis, je suis pas, comme je le dis, je suis pas un chercheur, j'ai pas de doctorat, j'ai des grosses lacunes en lecture d'études, puis je le dis. Si je pourrais de le lire, je le lis pas. Mais on essaie d'aider les élèves au moins être capables de voir l'étude, faire OK, ouais, ça fait du sens. C'est ça. C'est correct, ça. La priorité aussi, la qualité des études. Oui. Une étude épidémiologique, ben OK, ça vaut pas grand-chose par rapport à un randomized double-blind control trial. Vraiment, oui, OK, c'est différent. Là, une revue de littérature Cochrane meta-analysis, OK, là, on est haut. Là, on est haut dans la preuve scientifique. Ben, c'est ça, moi, je suis quand même un fanatique de science, puis j'écoute quand même plusieurs podcasts qui touchent la science. Puis je pense que c'était Max Lugavere qui parlait justement des méta-analysis. Méta-analysis, pour tout le monde comprenne, c'est quoi? C'est une étude d'études. Ouais. Donc, ils prennent, comme tu mentionnes, est-ce qu'il y a d'autres études qui ont été répliquées? Est-ce que ça a été répliqué? Bien, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un sujet, puis ils vont regarder toutes les études qui ont été faites là-dessus, puis ils font une méta-analysis, qui font une étude d'études. C'est ça. Souvent, il y a eu 8000 études sur tel sujet. On a regardé les valeurs P, le nombre de personnes, le nombre de ci, le résultat, blablabla. On en vient à la conclusion que... il y a eu 50 études sur ce sujet-là. Il y en a 40 qui fonctionnent, puis il y en a 10 qui ne fonctionnent pas. Fait que selon ces 50 études-là, ça fonctionne à 80% du temps. Ou après ça, ce que j'aime souvent, c'est c'est quoi la limitation ou le point commun des études? Dans le celle qui ne marche pas, c'est quoi qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui aurait pu être fait? Exemple, Dr Vasquez, que je te parlais tantôt, il fait ça, puis il y a des vidéos sur YouTube de ça, puis il expliquait, mettons, des études sur la vitamine D et l'oméga 3 qui sont faites comme si la vitamine D et l'oméga 3 c'était des médicaments. C'est pas des médicaments. Tu peux pas les traiter comme des médicaments. On ne dit pas que ça fait comme un médicament non plus. Fait que tu peux pas te dire, on va leur donner 2000, là, puis selon tout le monde, là, ça devrait être beau là, en 8 semaines. Mais Christ, non, c'est pas de même ça marche. Le dosage doit être ajusté à un dosage. Après ça, tout doit être... C'est très rare qu'ils font ça. Ou avoir des placebos inertes. Dans une des études, je me souviens, ils faisaient de l'oméga 3, puis le placebo inerte, c'était l'huile d'olive. Quand on sait très bien que l'huile d'olive n'est pas un placebo inerte, parce qu'on a des études sur l'huile d'olive. Fait que tu fais comme, mettre de l'huile placebo inerte, mettre de l'eau dans la capsule. Je veux dire, mettre de l'eau, ça, c'est inerte. Ça, je suis d'accord avec toi, ça fera rien. Mais de l'huile d'olive, pas inerte. Fait que, oui, l'effet est modeste, mais il y a un effet. Au niveau, moi, surtout les recherches que je faisais étaient beaucoup plus au niveau de la science du sport et de la performance physique.
je commence à lire un peu plus les recherches nutritionnelles de nutrition. Puis j'ai découvert une certaine cause qui m'intéresse énormément dans les recherches. C'est conflict of interest. Ouais. Toujours le fun, cette cause-là. Puis là, des fois, tu te rends compte que l'étude a été financée. Le chercheur est sur le board d'une compagnie qui peut être très grosse à l'international. Puis que ça a été. Là, le AI est bon pour ça. Parce que souvent, je donne l'étude, je donne les auteurs, puis je dis find me a conflict of interest. Puis souvent, il est marqué no conflict of business closed. OK. Mais quand tu lui dis oui, tel chercheur, si on se fie à sa page de telle affaire, il est marié avec. Ah, OK. Ah, oui, ben oui. Mais non-disclosed. C'est comme, ouais, le taille n'était pas direct, là, mais on s'entend que tu as peut-être un petit parti pris si ta femme fait 3 millions avec cette affaire-là. Fait que faut faire attention parce qu'en même temps, les études, il faut que ce soit financé par quelqu'un. On s'entend, c'est pas toi et moi qui va payer une étude. Là. Fait que, la compagnie, il faut qu'elle ait de l'argent, il faut qu'elle ait de l'argent à faire en arrière de ça. Mais si, ça c'était très, très, très drôle. Exemple, quand ils ont sorti le HMB, c'est quoi du HMB? Là? C'est un composé qui existait dans les années 80, qui a ressorti peut-être il y a 10 ans. Selon les études, c'est miraculeux, là, mais on s'entend que si ça arrêtait de se vendre dans les années 90 puis ça recommence maintenant, c'est peut-être parce que ça ne marchait pas. Mais bon, c'est très drôle parce que les 2-3 premières études qui ont sorti des résultats phénoménals, c'était toutes financées par la compagnie qui fabrique le HMB. Fait que tu fais comme, ouais, bon. Ça a été vite découvert. Ça a été vite, très, très rapidement découvert par le domaine scientifique que ces résultats au gars n'avaient aucun sens. On a des études, on en a 40 là-dessus, puis il n'y en avait aucune qui avait des résultats positifs. Si oui, c'était sur une population très spécifique. Lui, tout d'un coup, c'était aussi efficace que de la testostérone en injection. Fait comme, allez, ça marche ton affaire. Je sais pas quelle population t'as pris, mais c'est efficace. Fait que c'était ça. Mais tu sais, là, c'était évident. Tu prends tout d'un coup une affaire qui existait déjà avant, qui se vendait plus, puis ça revient sur le marché avec un nouveau branding. Tout d'un coup, ça marche. Fait comme, le produit ne marchait pas il y a 15 ans. Ça, en supplément, c'est très, 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 très fréquent. C'est parce que souvent, les gens en arrière de nouveaux suppléments ont beaucoup de pushing. T'sais, souvent, ça va être des grosses compagnies qui ont de l'argent, qui vont pousser une nouvelle affaire. Ce qui est triste, c'est que souvent, ça va marcher pendant plusieurs années jusqu'à temps que le supplément soit assez efficace ou assez médiatisé qu'il y a une compagnie, un third party pas impliqué qui décide de faire un vrai test et qui se rend compte que ça ne marche pas. Fait que c'est arrivé, exemple, dernièrement avec la théacrine. La théacrine, c'est un composé qui a été découvert par deux gars dans le domaine des suppléments aux États-Unis. Là, les gars se sont mis riches avec ça pour avoir été analysé dernièrement pour se rendre compte que finalement, ça marche peut-être pas plus que de la caféine, mais que ça vaut 10 fois le prix. Mais ils l'ont tellement poussé, puis les gars sont tellement connus dans le domaine du supplément que ça s'est vendu. Puis comme c'est ça. Tu fais un beau tremplin, mais tu as une compagnie toi-même de suppléments, NIH Suppléments. Ouais. C'est Natural Integrative Health Supplement. Tu as lancé des produits récemment au niveau. Comment tu fais ta conception d'un supplément? Je vais te bien straight. Souvent, on est des partenaires là-dedans. J'étais avec Mélodie là-dedans aussi. Souvent, c'est un consensus. On va en parler. Écoute, tel produit. Soit ça n'existe pas, soit je pense que je suis capable de faire différent. C'est ça. C'est souvent l'option. Je suis capable de faire mieux ou différent. Parce que je ne dis pas toujours que ma formule est mieux. C'est différent. Puis c'est pour ça qu'on s'est limité à un nombre X de produits. On s'est dit, on ne sortira jamais plus que tant de produits parce que, en rendu là, ça va être de s'éparpiller pour rien. Puis on va perdre. Nous, la base de la ligne, c'est vraiment d'aller avec des produits que le monde a besoin pour les aider avec des situations X. On est beaucoup, beaucoup orienté vers santé intégrative. On a quelques nouveaux produits comme les électrolytes parce qu'on avait une demande. Parce que j'avais dit justement à mes partenaires, je pense que je suis capable de faire de quoi de bien comparé à ce qui existe en ce moment. D'intéressant, avec un prix intéressant au Québec. Ils ont dit, go for it. En fait, au début, c'est eux qui m'harcelaient pour le faire, c'est moi qui ne voulais pas. Mais après ça, j'ai dit, OK, si vous me laissez faire ce que je veux, je vais le faire. Ils m'ont dit, on te laisse toujours faire ce que tu veux. Fait que je l'ai fait.
Mais c'est ça. C'est tout le temps un consensus, toujours des discussions. Puis là, après ça, ce que je regarde, bon, ben, on veut faire quoi? Parfait. La littérature scientifique dit quoi? Qu'est-ce que je peux utiliser que la littérature scientifique est quand même assez claire que ça va le faire? Ou, dans des fois, c'est des principes d'herboristerie aussi, là, parce que pour les plantes adaptogènes, des fois, tu n'as peut-être pas tout le temps autant de littérature que tu en voudrais, mais tu as beaucoup de ce qu'on appelle de données empiriques. L'herboristerie, c'est des données empiriques qui montrent que ça fait ça. Donc, on va y aller pour ça. Je suis assez ouvert là, aux plantes. Quand on a des études, on a des études. Quand on n'en a pas, ça ne me dérange pas de me fier des données empiriques là, parce que je le sais que ça le fait. Ça fait assez longtemps que je le fais, que je le sais que ça fait ça. C'est beaucoup comme ça. Au niveau de tes électrolytes, as-tu des glucides dedans dans ton supplément? Je le sais que techniquement, il faudrait des glucides, parce que. Mais les gens sont tellement bornés, ils ont tellement peur des mots glucides qu'on ne peut pas en mettre. Donc, c'est vrai qu'il y aurait peut-être une meilleure absorption avec des glucides. Totalement d'accord. Pour stimuler le transporteur intestinal. Encore là, à petite dose, les électrolytes vont s'absorber pareil. Si le corps a besoin, n'oublie pas que ces transporteurs-là fonctionnent quand même au niveau du besoin. Il y a quand même une communication qui se passe avec le besoin du système et des transporteurs intestinaux pour que le corps puisse les prendre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est sûr que ça fonctionne. C'est sûr qu'avec du glucide, ben là, tu as une augmentation de l'effet dû à certains transporteurs comme le SGLT. Là. Mais on peut pas en mettre. Les gens ont trop peur. Moi, j'arrive du monde du sport, je cours, je connais les électrolytes mélangés avec des glucides, du sucre pour justement le prendre pendant l'événement, un effort physique. Est-ce que monsieur, madame, quand tu allais créer ton produit d'électrolyte, c'était qui ton client en tête? C'était quoi le problème? Oui, tu avais une demande et tout, là, mais c'était quoi le problème que tu voulais régler avec ces électrolytes-là? Bien, à la base, c'était surtout de faire un produit quand même de qualité, avec un bon ratio sodium-potassium, de la bonne qualité d'électrolytes, donc tout mettre les électrolytes dedans. Là, sodium, potassium, magnésium, calcium, donc les 4 principaux électrolytes. Le but, c'était juste de créer un produit qui répondait à nos normes de qualité. Tu sais qu'après ça, là, une personne veut en prendre parce qu'elle va courir l'été. Tu sais, ça s'adressait peut-être pas aux ultramarathoniens. L'ultramarathonien, lui, du sodium, il en veut une quantité astronomique et des glucides, il en veut astronomique. Parfait, prends d'autres choses. Ça existe en masse. Nous, on voulait plus le weekend warrior. T'sais, les gens qui vont faire de la petite course la fin de semaine, un petit 5 km, OK, ben good, mon électrolyte, pour ça, il va être bon. C'était vraiment ça. On voulait vraiment une formule un peu plus générale. Faut aussi, malheureusement ou heureusement, les gens veulent que ça goûte très bon. Puis un coup, tu mets beaucoup de sodium, ben là, ça commence à être plus dur à faire goûter bon. Fait qu'il y a 2-3 compagnies sur le marché qui ont 1 gramme de sodium par portion. Mais je ne sais pas si tu as déjà goûté, ça goûte ça. Ça va goûter du sodium. Fait que les gens sont. À part les vrais sportifs de haut niveau, ils ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas ça. Fait qu'on fait un produit, on essaie de faire un compromis. Quand tu as testé toutes les formules, ça a dû être un après-midi haut en calcium, en sodium? C'est pas si pire, en fait, parce que les ratios, on les connaît. Le ratio que tu vas perdre dans la sueur, on les connaît. Après ça, pour le goût, ben, le gars nous fait un shaker, il nous donne un petit verre, on teste la saveur. Fait qu'en bout de ligne, tu vas pas avoir tant de sodium que ça. Là. Tu bois à peu près 6-7 shooters. Là. Fait que c'est pas si pire. 7 shooters d'électrolytes, là. C'est ça. Fait que, le but, c'est ces nouveaux saveurs parce que quand c'est de sodium, les vois-tu, on a une bonne quantité, on est satisfait. Après ça, on peut jouer avec. Là, on a le droit. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment de trouver un point d'entente entre OK, ça goûte bon, puis il y a assez de sodium à mon goût dedans. Ben, nous, on s'est rencontrés à l'Expo Manger Santé à Québec. J'ai pris un échantillon de collagène. Je pense que c'était la limonade rose. Ouais. Je ne m'en rappelle plus la saveur. Limonade juste te le dire. Ouais, il était bon à Calvaire. Il était au goût. Le monde sont contents bon. de collagène. Là, on l'a travaillé fort. Mélodie puis moi, on descend à Québec justement faire les tests de saveur parce que c'est Contrôlable est à Québec. Donc, on vient directement chez Contrôlable puis on fait des tests. Puis ils sont vraiment bons. T'sais, on leur a dit, écoute, ils nous ont suggéré limonade quelque chose. Puis là, on a essayé limonade framboise. Puis c'est ça qui est... C'est beau. Ça, on le prend. Fait qu'on est allé avec une limonade framboise. Les gens aiment beaucoup la saveur. Les gens aiment beaucoup l'effet, la qualité du produit. Là. On est peut-être le collagène le plus complet
sur le marché, le plus d'ingrédients autres pour supporter le collagène. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire. On voulait pas faire un produit comme tout le monde fait. On voulait faire de quoi? Une petite coche de plus. C'est tout dans ça qu'on essaie. Collagène, ça l'aide quoi? Ben, le collagène, il faut le savoir que c'est une protéine. Donc, on va avoir les mêmes. Le corps va la digérer en acide aminé, puis les acides aminés vont être redistribués. C'est sûr que les acides aminés du collagène vont être plus spécifiques aux tissus collagineux, donc tendons, ligaments, peau, plus spécifiquement. Donc, on fournit des matériaux de construction. C'est pour aider à. Est-ce qu'il y a des études? Oui. Est-ce que c'est toujours magique? Non. Nous, on a ajouté de l'acide hyaluronique dedans. L'acide hyaluronique va aider à la rétention d'eau dans le tissu, donc l'hydratation du tissu, et peut aider à refaire du collagène aussi à l'interne. Donc, on a assez de formules synergiques, là, vitamine C, zinc, biotine, toutes des choses qui vont participer dans la qualité des ongles, des cheveux, de la peau, des tendons. Donc, c'est vraiment une formule synergique qu'on est allé. OK. C'est-tu un supplément que il y a des personnes qui prennent ça quotidiennement ou c'est de quoi? Oui, je te dirais, il y a beaucoup de femmes qui le prennent quotidiennement. Donc, justement, pour aider à avoir plus de peptides de collagène dans l'organisme pour régénérer les tissus collagineux. Fait que oui, il y a des produits, il y a des gens qui prennent ça quotidiennement. OK, ouais. Si tu avais 3 piliers de la santé à choisir, puis là, c'est pas nécessairement santé physique, santé mentale, entraînement, mais mettons le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, le temps d'écran. Des piliers comme ça, si tu en avais 3 à choisir, tu choisirais quoi? Ben, le sommeil, c'est un point, la récupération, en fait, c'est un des points qui est le plus négligé. Donc, je te dirais oui. La récupération en général. L'alimentation. L'alimentation, pas dans son état restrictif, juste que les gens se conscientisent à manger comme des êtres humains, pas comme des mouettes de McDonald's. Donc, de regarder ce qu'ils mangent, finalement. Puis, le mouvement. L'être humain doit... Je ne suis pas capable d'en donner 3 parce qu'il y en a un qu'on oublie beaucoup, c'est que l'être humain est un animal social. Donc, le contact humain, il y a plusieurs années, je t'en aurais dit ça, je te rejoins par là-dessus. Mais je me rends compte que c'est un gros aspect qui est négligé. L'humain doit communiquer, l'humain doit sortir de sa coquille, il doit avoir des contacts humains. Il y a plusieurs études qui le montrent, là, que l'humain est un animal qui, si tu le mets solitaire, va mourir plus jeune. Là. Mais c'est des aspects qu'on ne peut pas négliger. C'est pour ça que la naturopathie, c'est englobant. C'est des aspects sur lesquels on peut intervenir ou on peut discuter avec le client. Tu sais, je pense avec la pandémie, et moi, j'ai été un gradué de la pandémie. J'ai gradué du bac en juillet. Ben, il me restait un cours d'été. J'ai fini mon bac en mai 2020 en finance. Tu allais sur le site de l'Industrielle Alliance, tu avais 2 postes. Concierge, secrétaire. Pour toute Industrielle Alliance. Là. Avril là, 2020, là, je vais aller travailler en finance après l'université. Non. Il n'y avait juste pas de job. Puis, c'est que j'ai fini mon bac en télétravail. En télétravail. Téléuniversité. À la maison. Ouais. Après ça, je rentrais en maîtrise en télétravail. Après ça, j'ai eu une job en télétravail. Moi, depuis 2020, là, en télétravail. Une des choses que souvent je dis aux personnes, je suis célibataire, j'habite tout seul en appartement, j'étais jeune tout seul. Je travaille. Pendant un bout, j'ai eu une job au ministère de la Santé, au ministère des Finances. Il y a une journée, je n'ai pas parlé à une personne. Wow. J'ai envoyé un courriel, sinon je travaillais sur mon fichier Excel. Cette journée-là, je me suis dit, OK, je ne suis pas fait pour travailler en finance, là. Mais après ça, tu dînes tout seul. Tu finis de travailler. Le soir, si tu n'as pas d'activité, tu peux rester tout seul. Ah ouais. Puis, ce que je me rends compte, c'est que ces périodes-là de dîner à la salle de cafétéria avec d'autres collègues, puis tu apprends sur eux, sur leur famille, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leurs passions. Ah, ben moi, la fin de semaine, je vais courir. Moi, je fais du canot. Moi, je fais du canot camping pour mon fun. T'as une connexion humaine avec cette personne-là. C'est très important. La pandémie a été un très gros problème, justement parce que c'est ceux qui y ont pensé. Là. Si on s'entend, on pense que ça a été très mal géré. Good, sur plusieurs aspects, sûrement. Mais
tu le voyais dans certains discours, OK, on peut pas couper tous les contacts humains. On peut pas mettre tout le monde dans leur petite maison, on peut pas bouger pendant tout, là, ça marche pas. Là. Tout le monde va virer fou. Fait que c'est sûr que ça l'a pas aidé. Puis ça l'a fait que dans une société qui était déjà très anxieuse, on a comme amplifié le problème pendant 2 ans. T'sais. C'est que les gens étaient encabanés à avoir plus besoin de parler à quelqu'un. Fait que là, tout se fait par téléphone ou par Internet parce que là, tu veux pas parler, même faire un coup de téléphone ou c'est anxiogène. Ils vont faire un courriel. Ouais, pas bon. C'est pas des bons rapports de société. Mais malheureusement, c'est ça. Puis c'est ce qui me fait quand même rire des fois, c'est mes amis qui disent « Ah, moi, je suis introverti. Ah, moi, j'ai ça, le monde. » Mais quand tu es avec eux, là, ce sont des boules d'énergie. Quand tu as le contact avec eux personnel, puis c'est des très bons amis, tu te ramasses dans un souper, puis c'est eux autres qui prennent toute l'attention ou qui ont... Là, t'es comme, ouais, t'es-tu si introverti que ça, finalement, ou t'es juste comme vraiment à l'aise avec... T'aimes juste être avec tes personnes proches? C'est ça. C'est plus un mal-être en société. Mais c'est pas introverti, ça. Exact. Le sommeil, tu l'as mentionné aussi. Tu as même un produit relax, je pense, pour le sommeil. On en a 2. En fait, on a Restful, on donnait un échantillon aussi. Puis du Herbal Night. Puis du Herbal Night. C'est 2 produits différents pour le sommeil. Puis, selon toi, c'est quoi dans ta pratique, tu as vu plusieurs clients. Si tu as un produit pour mieux dormir, c'est sûr que tu avais un besoin. Tu as dû voir quelques sources de cette problématique-là? C'est un peu tout, en fait. Là. Les gens vont être ce qu'on appelle, ils vont être décalés de manière circadienne. Ils vont faire des activités à des heures bizarres, ils vont se lever à des heures bizarres, pas sortir de la maison de la journée, n'ont pas de contact avec les rayons UV du soleil de la journée, s'exposer à des lumières fortes en soirée, finalement vouloir faire de quoi en soirée parce qu'ils n'ont rien fait de la journée, fait que ça se tape une série au complet jusqu'à 2 heures du matin. Fait que tu sais, t'es comme un être humain n'est pas fait pour ça. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Après ça, ben, tu as tous les soucis. On s'entend, il y a plein d'affaires, mais ça, c'est pas un produit miracle qui va t'aider avec ça. Là. Mais c'était vraiment ça, d'essayer de améliorer la qualité et réduire le temps d'endormissement. Fait que c'est ça que ça fait les produits. Les produits vont aider à améliorer la qualité du sommeil et réduire le temps d'endormissement. Parce que c'est vraiment un problème de décalage entre l'humain. Il y a ça un social jet lag, en fait, là, de la terminologie. Là. C'est que les gens vont manger à des heures qui n'ont pas d'allure, tout le temps, pas avoir d'horaire, de se promener beaucoup dans leur vie, genre un manque de structure. Mais c'est parce que le sommeil, ça fait partie d'une activité que ton corps doit planifier. Tu peux pas te dire, je vais aller me coucher là, je vais aller me coucher. Hein. Ça se peut que ça ne marche pas. Ton corps, il faut qu'il se prépare à aller dormir. Mais c'est tout le temps une option. Mais un coup, en naturopathie, on est très fort sur la routine. Créer une routine, créer une habitude. Parce que le corps fonctionne mieux comme ça. C'est sûr que les produits, c'est ça. Parce qu'en général, c'est là où hier, je parlais avec une cliente qui me dit « Ah oui, je dors vraiment bien. Là. Ah oui, ah oui. Bon, je me réveille plusieurs fois, là, mais c'est très, très léger. Là, je m'en rends peut-être même pas compte. Donc, tu dors pas. Donc, c'est plus ça que tu es en train de me dire. Là. Parce que tu n'es pas supposé t'en rendre compte, puis tu n'es pas supposé te réveiller. Je sais pas. Une fois, je t'ai réveillé 3 heures du matin, tu allais faire pipi, tu es revenu te coucher. OK, ça passe. Mais si tu me dis plusieurs fois, c'est sûr que je me réveille, ouais, là. Ça veut dire que tu dors pas vraiment. On peut en parler de la qualité de ton sommeil. Puis, moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup plus de femmes autour de moi qui font de l'insomnie que des hommes. Oui. T'as-tu remarqué ça aussi? Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Les femmes s'inquiètent plus. C'est un trait de personnalité, puis ça fait partie d'une femme. Souvent, les femmes vont être mères aussi. Là. Il y a aussi ce concept-là. Là. Fait que c'est la charge mentale. On dit tout le temps que la femme a une plus grosse charge mentale que l'homme. C'est la manière qu'elle va gérer de l'information. Après ça, tu as les hormones qui rentrent là-dedans. Les femmes ont des hormones beaucoup plus complexes que nous. Là. OK. Est-ce qu'il y a des patientes qui viennent te voir pour essayer de régler le problème d'insomnie? Beaucoup. Ça arrive beaucoup. Puis souvent, je leur dis, parfait, tu veux un médecin, est-ce qu'on a essayé de blablabla? Des fois, on va dire, ça ne me tente pas de prendre la médication pour ça. Et je le sais que c'est pas bon. Bon, on va essayer de voir si on peut t'aider. Ultimement, si ça ne marche pas, je vais dire, écoute, on va prendre un médicament. Mais
Avec la naturopathie, souvent, on peut vraiment améliorer beaucoup, beaucoup la qualité du sommeil. C'est pas arrivé souvent que je sois obligé de baisser les bras et de dire ouais, bon, ben, on va prendre le médicament. C'est bon. Merci. Au niveau, tu as fait un post fin avril, début mai sur le sucre, sur l'addiction au sucre. Ouais. Moi, je suis une bébête à sucre, là, puis il y avait une nutritionniste, là, Catherine, que j'ai reçue sur le podcast. Elle disait, moi, le monde qui dit bébête à sucre, moi, c'est comme. Je suis zéro salé. Moi, un sac de chips, je prends 4 chips et je suis réglé. Mais si tu m'amènes une Coffee Crips, là, ou du chocolat noir, là, m'arrêter, c'est pas mal plus tough que ça. Peux-tu résumer un peu le post que tu avais fait, que tu disais là, que l'addiction au sucre, c'est pas si vrai que ça? Ben, en fait, ça, c'est assez clair. Le défaut, là, on vient aux études de headline, là, les headlines sugar addictive as cocaine, là, on a des gros headlines. Vraiment, c'est pas vrai. Le type de mécanisme que ça engendre est loin d'être comparable. C'est les mêmes sections du cerveau, mais c'est normal parce que c'est des sections du cerveau qu'on a à faire avec la récompense. Là. Le nucleus accumbens, puis la substance noire, le spécial nigra, le ventral terminal area. Donc, c'est toutes des sections qui sont privées dans le concept de dopamine. Donc, parfait. La dopamine, on en fait, chaque fois qu'on mange. Il y a plein d'affaires qui font faire de la dopamine. T'sais, pourquoi? C'est parce que la dépendance au sucre n'existe pas non plus. T'sais, un client qui arrête de manger du sucre, l'effet secondaire, il n'y en a pas. T'sais, à part, là c'est drôle parce que il y a plein de monde. Ah, ben oui, parce que vu sur mon post qu'il y avait du monde qui n'était pas d'accord avec moi. T'sais. Ben oui, mais il y a des effets secondaires. Non, l'effet secondaire vient du fait que ta santé métabolique est tellement pourrie que si on te coupe tout le sucre, ton corps, il ne sait pas comment aller chercher de l'énergie. Fait que là, tu as des effets émotionnels, des effets d'humeur, des effets d'énergie. Oui, ça n'a aucun rapport avec le fait que tu es addicté au sucre. Ça a rapport que ta flexibilité métabolique est pourrie. Puis ton cerveau, il capote parce que là, tout d'un coup, il n'y a plus de sucre. Fait que les flexibilité métabolique, c'est-tu l'utilisation du sucre versus le gras versus les protéines pour aller chercher de se promener dans le substrat énergétique sans vraiment se rendre compte que tu te promènes. Ça, c'est une bonne flexibilité métabolique. Mais les diabétiques, par exemple, ont une très mauvaise flexibilité métabolique. Donc, ils vont utiliser du glucose très facilement comme énergie, mais pas très facilement les autres sources d'énergie. Donc, c'est clair de même. Fait que souvent, les gens, bébé à sucre, peut-être que tu utilises juste vraiment mal ton énergie. C'est souvent, tous les bébés à sucre que j'ai eus, toute la gang. Mauvais sommeil, beaucoup de stress, personnalité anxieuse, alimentation qui est déjà très riche en glucides, fait que des variations de glycémie incroyables. C'est pas une bébé à sucre, c'est que ton corps est. Puis souvent, c'est rare que c'est du sucre. Tu comprends? C'est très rare que c'est du sucre. Parce que sinon, je te dirais, il n'y a pas de problème, vas-y, voici. Mange une pomme. Des carrés. Comment t'appelles ça, là? Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Là. Mais on dirait des carrés de sucre. Là. Tes grands-parents faisaient ça. Là. Ah, des cubes de sucre? Ouais, mais tu sais, ça se fait. Là, c'est un dessert. Là. Je me souviens pas c'est quoi exactement, là, mais bon. C'est sucre à crème. Ouais, mais ça, c'est du sucre, là, en gros. Là. Il y a un petit peu. Tu dirais à quelqu'un, parfait, vas-y, mange ça. Après ils vont dire, crèche, j'ai mal au cœur. Ouais. Fait que c'était une bébête à sucre, aucun problème, vas-y. C'est ça, c'est du sucre et du beurre. Ouais, non. OK, qu'est-ce que tu veux? Coffee crisp. Ah ouais, OK. C'est bizarre, les coffee crisp, c'est pas juste du sucre, même que principalement, les calories ne viennent pas tant du sucre. Tu sais? C'est très rare que les gens confondent énormément. Sinon, pas de trouble, parfait, il va boire un 2 litres de fruité. C'est du sucre. Ouais, mais pas ce sucre-là. Donc, tu étais une bébête à sucre, donc tu t'en colisserais du sucre. Tu boirais n'importe quel sucre. Ouais, mais non. Ben oui, mais donc c'est du gâteau. Oui. Donc, c'est des pâtisseries. Oui. As-tu regardé l'apport nutritionnel d'un gâteau au chocolat, voir qu'est-ce qui vient du gras et qu'est-ce qui vient du sucre? Tu vas te rendre compte qu'il y a du gras en tabarnouche dans un gâteau au chocolat. Fait que tu bébé ta gras ou. C'est ça, le monde ne comprenne pas la nutrition. Ils ont bien de la difficulté à comprendre ce concept-là. Là, le junk food, c'est un peu différent. Est-ce qu'on parle d'addiction? Encore là, non. Mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans les dernières années sur le ultra-processed food. Puis le but, c'est de rendre ce qu'on appelle. Puis il y a les travaux de Kevin Hall. Tu connais peut-être Kevin Hall, là, mais c'est un des chercheurs qui a vraiment parlé du concept de l'obésité
dans les 10 dernières années. Puis il dit, on a un gros problème parce que la nourriture est de plus en plus faite pour ce qu'on appelle hyper palatable. Donc, au niveau du goût, ça pogne tous les types de récepteurs de goût. Sucré, salé, umami, amer, tout en même temps. Là. Genre, tout pour que le cerveau il fasse ping! T'sais, mais c'est ça. Puis c'est du marketing nutritionnel. Là. De la biochimie, quand ils font du fast-food, l'idée en arrière, c'est ça. Là. D'avoir le plus de stimuli possible. T'sais, si demain matin, je prends la Coffee Crisp, là, puis j'ai fait goûter le carton, là, même si elle contiendrait encore tous les glucides. J'explique aux gens, j'ai pas de trouble, on va prendre, tiens, voici, prends ça. Parfait, c'est quoi? Prends-les. Puis t'aimes ça? Non. C'est de la maltodextrine, donc c'est juste du glucide, ça goûte rien. C'est bon? C'est dégueulasse. Donc, c'est le goût. Pourtant, il y en a dans plusieurs. Mais la maltodextrine, une scoop, là, c'est 50 grammes de carb. Là. Il y en a dans ton électrolyte. Là. C'est ça qu'on met comme glucide. Et ça goûte pas sucré à cause du maltodextrine, ça goûte sucré à cause des édulcorants qu'ils mettent dedans. Mais si je te prends une scoop de malto, personne ne va manger ça. Tu te dirais, tiens, un plat de pâtes, tu n'as pas le droit de mettre de sauce dessus, pas rien, garde-toi. Mais c'est pas bon. Mais c'est juste des glucides. Fait que t'es pas une bébête à sucre? Non, OK. Fait que c'est toute une question de stimuli. Ben oui, c'est ça. Tiens, là, 3 tranches de sourdough de même, garde-toi. Ben, c'est pas bon. Ben, c'est ça. Fait que, les gens confondent le type de goût puis la réponse des récepteurs de goût avec dans le cerveau. Donc là, on a une stimulation. Est-ce que cet effet-là est conservé dans tous les êtres humains? Et non. Si tu te rends compte, il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur le même aliment dans une population, mettons, en bonne santé, des personnes en surpoids, des obèses, des diabétiques, puis on regardait la réponse, puis on n'avait pas la même réponse. Ben, le corps ne répondait pas pareil. Juste le Coke. Ben oui. Si vous vous promenez dans le monde, si vous voyagez, allez aux États-Unis, prenez leur Coke ou leur Pepsi. C'est fait avec, je ne sais pas c'est quel le sucre, là, mais je pense que c'est corn syrup. Ouais. Si vous allez, quand j'étais à Dubaï, on avait checké la liste d'ingrédients. Cane sugar. Puis cane sugar. Il est tellement moins sucré. Là. Ben c'est pas le même goût. Fait que toutes les régions ont... Il y a des places dans le monde, comme aux États-Unis, que le sucré et le salé est ultra intense. Puis là, vous voyagez, vous allez à une autre place, vous faites ça goûte à rien. Mais ça goûte différent. C'est ça. On s'entend que en Amérique du Nord, les États-Unis, c'est les pires. La liste d'ingrédients, elle fait peur des fois. Là. Tu regardes la même affaire, mettons, en ligne, tu peux trouver ça facilement. Là. Mettons des Oreos. Des Oreos américains puis des Oreos Grande-Bretagne. Hein, Chris, c'est pas le même Oreo. Là. Non. On n'accepte pas les mêmes affaires des Oreos. Fait qu'il y a une différence. Ici, n'importe quoi, tant que tu meurs pas. Là, puis tantôt, quand tu as parlé là, du Ultra Processed Food, tu as donné le meilleur truc de cuisiner chez soi à la maison. C'est ça. Il y a les 5S, les 4 ou les 5S là, en anglais, tu les as toutes nommées. Umami, salé, sucré, amer, puis il y en a un autre. Là. C'est toutes des parties de la langue, des régions de la langue différentes qui prennent ce goût-là. Donc, quand vous cuisinez chez vous, puis vous faites juste un gâteau au chocolat, là, ben, c'est le sucré. Si vous ajoutez un peu de sel dans votre gâteau au chocolat, ben, le sel va aller dans la partie salée. Là, si vous ajoutez une petite noisette de quelque chose de spécial, puis que tu vas chercher l'umami ou l'amertume, un caramel, par exemple. Pourquoi il y a des gâteaux au caramel? Ben, si tu prends du caramel français, c'est très amer. Ben, ça vient... Vous cuisinez votre poulet, riz, brocoli, ajoutez un peu de sel dessus, ajoutez un peu d'amertume. Pourquoi des fois ils mettent des oignons verts dessus? C'est comme ça qu'ils font des bons repas dans des... Puis quand vous allez au McDo, pour ne pas le nommer, ben regardez la liste de la sauce Big Mac. C'est ça. Puis pourquoi il y a des cornichons, vous pensez? C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça pour vrai. Apprends à cuisiner à la maison puis ça va être des épices, tu vas faire comment? Ça goûte bon. Ouais. J'étais en croisière la semaine passée. Puis maintenant, on a arrêté au buffet, puis les personnes avec qui j'étais en croisière, il y avait de la bouffe indienne. Je leur ai dit, essayez-la, elle est bonne, je le sais. L'année passée, j'étais à la même croisière, puis elle est bonne. Ah ouais, je suis pas habitué avec ça. Essaye. Il y avait un dal, donc un plat de lentilles, puis un curry de légumes à côté. Je dis, essaye les deux, tu vas voir, c'est vraiment très bon. Puis ils sont venus à la table et on me dit, hey, c'est vraiment bon. Oh, mais les Indiens l'ont compris, eux autres.
Les épices là-dedans, il y en a une tonne. Puis oui, c'est salé, oui, c'est c'est un peu c'est un peu ci, c'est un peu ça, c'est un peu ci. Oui, c'est ça, exact. Ça a du goût. Pourtant, fais ça à la maison, c'est clean. Puis tu sais, les Français utilisent beaucoup le beurre dans leur cuisine. Mais il y a une raison pourquoi le Canada et les États-Unis existent comme qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils voulaient aller chercher des épices en Inde. Oui, c'est ça. Fait que, en Inde, puis en Chine, en Asie, ils utilisent énormément les différentes épices. C'est ce qu'il y avait. Puis ils sont dans des pays arides. Fait qu'ils n'ont pas toutes les. Il y avait les épices à proximité, c'est ça qu'ils ont utilisé. Là. C'est ça. Exact. Ils ont adopté leur cuisson en conséquence. Aussi. Puis nous, on mange des légumes vinaigrés, puis pickle, navet. On a un hiver. Ça vient de notre macération pour garder les aliments, puis le vinaigre, on en avait, puis c'était des manières de conservation plus que d'autres choses. Du poisson saumuré, il y a une raison pourquoi ils ont fait ça. Là. Exact. C'était pour le garder, c'était pas parce que ça goûtait meilleur. C'est ça. Good. Hey, ça a fait un beau tour, sa nutrition, ça. Ça être nutrition. Ça être nutritionniste. Au niveau de tes formations que tu as en ligne à l'Institut AAT, il y a des formations que tu as mentionnées aussi hormonales. Il y en a un plus pour la femme, un plus pour l'homme. Pour l'homme, au niveau de la testostérone avec l'âge, il y a des problèmes d'érection dysfonctionnelle. Est-ce qu'il y a des clients qui viennent te consulter pour ce problème-là spécifiquement? Est-ce que la naturopathie peut aider ou c'est vraiment un diagnostic que vous ne pouvez pas en toucher? Là? C'est rare, mais tu sais, vraiment, les hommes sont gênés de parler de dysfonction érectile. Fait que c'est très, très rare qu'un homme va m'approcher. Salut Mathieu, j'ai la misère avec lui. Puis, OK. On va s'en rendre compte plus tard, en parlant, dans les discussions. Puis souvent, ça va être est-ce que c'est quelque chose que tu as parlé avec ton médecin? Oui, il me donne des Cialis, mais tu sais, ça marche. Bon, parfait. Est-ce qu'on peut regarder ça? Pourquoi? Puis après ça, tu poses la question, parce qu'il y a une grosse partie de la dysfonction érectile qui est psychogénique. Donc, c'est dans le cerveau. C'est pas métabolique. Parce que l'autre partie, c'est métabolique. L'autre partie, c'est qu'il y a un manque de vasodilatation. Donc, il y a un problème de santé vasculaire. Donc, ça, oui, la naturopathie peut adresser ça. Parce que ça a tout rapport avec la santé métabolique en général. Fait que oui, on peut aider. Est-ce qu'on va traiter la dysfonction? Non, pas du tout. On va juste travailler sur améliorer la santé générale de la personne. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là. C'est vraiment de travailler avec la personne, de voir s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel qu'on peut aider à améliorer. Fait que, ça arrive, c'est vraiment pas la raison de consultation en première, là, mais ça m'est arrivé. Puis c'est ça, c'est pas nécessairement dû à une baisse de testostérone. Non, même des fois, pas du tout. Même si souvent, ça va suivre avec. Là. Les gens qui n'ont pas une bonne santé métabolique, le niveau de testostérone, ça se peut que ce soit bien, bien haut. Là. Ben justement, le niveau de testostérone chez les hommes, il y a de plus en plus d'influenceurs sur les médias sociaux comme il va faire ton test, puis c'est quoi ton nombre de. C'est quoi ta quantité que tu as, puis moi je suis rendu à telle quantité, moi je suis un vrai homme. Ouais. Parce que le niveau de testostérone, depuis les 50 dernières années, même 100 dernières années, chute de manière drastique. Là. Donc, c'est vraiment plus bas qu'avant. C'est plus un signe de santé métabolique que d'autres choses, là, de regarder comment le système fonctionne en général, parce que c'est ça la base aussi de la production de testostérone. Moi, je te dirais qu'après 40 ans, c'est une très bonne idée que les hommes commencent à le faire checker. Donc, suggérer d'aller voir le médecin, puis hey, moi, ça va regarder mon niveau de testostérone, parce qu'il y a une corrélation directe entre le niveau de testostérone et la survie et la santé métabolique. Donc, c'est très pertinent de le faire. Même si t'es pas en carence, au moins de savoir t'es où. T'sais, parce qu'on va donner ça au médecin. Si le médecin, il sait pas t'étais où, même si, mettons, tu sors à 8, ce qui est pas très haut, bon, mais lui, il va dire c'est normal, oui. Mais si l'année d'après, tu ressors à 6, il va dire OK, ouais, c'est pas normal, là, ça descend trop vite. C'est pas quelque chose qu'on veut. Fait qu'on va le regarder. Il m'est arrivé qu'un de mes partenaires d'entraînement, ça fait des années qu'on disait Mano médecin. La chaque fois qu'il demandait au médecin, c'était tout le temps limite. Puis là, vois-tu, l'année passée, demande au médecin, à la fin de l'année 2024, demande au médecin, ouais, t'as raison, là, c'est trop bas. Et puis, parfait, on va faire quoi? On va te prescrire de la testostérone. On n'a pas le choix, ton niveau est trop bas. Il n'y a pas vraiment d'autres suppléments que de la testostérone pour traiter ça? Ben, après ça, quand c'est pas toute la santé métabolique au complet,
Mais quand c'est rendu en dehors de la fourchette, là, t'auras beau faire toutes les améliorations que tu veux, je pense pas que ça remonte à un niveau optimal, là, tu comprends? C'est quand il est rendu, parce que la fourchette est très large, c'est un peu ce qui est reproché aussi. C'est que, mettons, le niveau de testostérone sur le test va être bon de 6 à 20, t'es correct. Ouais, OK, mais là, une petite variable entre 6 et 20. Là. Fait que, tu sais, quand t'es rendu à 5, là, ouais, tu veux pas monter à 7,5. T'aimerais ça remonter à 14. Là, fait que là, les modes de vie, on repassera. Parce que, fait que souvent, ils vont y aller vers l'injection ou la crème. Ouais. Puis, y a-tu des choses quotidiennes qu'un homme peut faire pour optimiser son niveau de testostérone à lui? En fait, il n'y a pas de truc en général. C'est vraiment relié directement avec la santé métabolique. Donc, la qualité de l'alimentation, le mode de vie, l'exercice. Donc, tout ça peut aider à augmenter le niveau de testostérone chez l'homme. C'est s'assurer d'avoir une quantité de zinc dans l'organisme qui est suffisante. C'est un des minéraux le plus associé à la production de testostérone, c'est le zinc. Mais ça se trouve dans quel aliment? Il y a ça dans plusieurs viandes. Il y a ça dans les huîtres. C'est pour ça qu'on disait que les huîtres, c'était aphrodisiaque. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de zinc. Sinon, ça s'achète en supplément. Là, tu peux en prendre une par jour, puis ça va aider. C'est vraiment l'exercice aide. Donc, le concept de faire de l'exercice, du mouvement va aider. Le sommeil va aider beaucoup. Perdre de la bédaine. Les messieurs qui ont juste du gras dans la bédaine, là, ouais, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Même si elle est dure. Fait que tu veux pas qu'elle soit dure. Fait que tu veux vraiment avoir une meilleure santé métabolique. Si tu fais de la pression artérielle, dis-toi déjà que ça va pas bien. C'est un signe que ta santé métabolique, elle va pas bien. Même si tu es contrôlé avec la petite pilule. Donc, il faudrait que tu fasses attention. Puis, justement, maintenant que tu en mentionnes, là, perdre sa bédaine, perdre du poids. C'est-tu facile de perdre du poids? Non. Oui et non. Il y a du monde pour qui ça va être très facile. Tout dépendant de la personne à la base, pourquoi elle a pris du poids, comment elle a pris du poids. Mais pour la société en général, je te dirais majoritairement non. C'est pas quelque chose qui est facile. Parce qu'il y a plusieurs autres facteurs d'impliquer dans le contrôle du poids dans l'organisme que juste l'apport calorique. Donc, l'apport calorique est le major determinant. Mais après ça, comment le corps va se comporter, comment il va brûler des calories. Parce qu'on parle de perte de gras, pas de perte de poids. Perdre du poids, c'est facile. T'arrêtes de manger, il va se passer quelque chose. Mais je suis pas sûr que c'est juste du gras que tu vas perdre. Mais après ça, on veut perdre du gras, idéalement. Fait que c'est pas parce que tu brûles des calories que c'est nécessairement du gras. Donc, c'est encore là, c'est un problème parce que tu veux pas perdre de masse musculaire. Déjà que la population en général n'en a pas vraiment. Fait que tu veux pas accentuer ce problème-là. Fait que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui vont dire j'essaie, je perds jamais rien. Premièrement, il y a une grosse partie de ton poids qui est d'ordre génétique. Vous avez le chercheur à Québec qui s'appelle professeur Benoît Arsenault, qui est un spécialiste du poids, qui est à l'Université Laval, que tu pourrais sûrement demander à passer en entrevue, qui va accepter parce qu'il est très gentil. Lui, c'est un spécialiste de ce concept-là. Puis il y a une grosse partie du poids qui est génétiquement déterminée. Encore là, je ne veux pas que personne se fâche après moi. Là. À mon avis, il n'y a personne qui est génétiquement déterminé pour être un méga obèse. On va juste amener une nuance là-dedans. Là. Parce que ça, le corps n'aurait jamais décidé ça. Être en surpoids, il n'y a pas de problème. Avoir du poids, OK, ça, il n'y a pas de problème. Je suis complètement d'accord. Pour vrai, c'est vrai, on l'a vu dans l'évolution. Il y a des études scientifiques qui montrent que tu peux avoir un surpoids pour être en bonne santé. Parfait. Quand c'est un problème qui amène des problèmes de santé, ça, le corps, c'est pas vrai que le corps accepte ça. Le corps, il veut toujours opter pour la survie. Donc, c'est pas vrai que quelqu'un qui a 150 livres en trop, ça va être positif sur le long terme. Demandez-moi l'argument que vous voulez, il n'y a pas une étude qui prouve ça. Donc, c'est ça. Je suis désolé si vous êtes offusqué. Mais c'est ça. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a une bonne partie du poids qui est dictée de manière génétique. C'est pour ça que des fois, les gens vont dire hey, je perds du poids, mais je vais t'en revenir à un point. Oui, parce qu'après ça, c'est plusieurs autres facteurs aussi. Il y a les affaires psychosociales, environnementales, l'habitude alimentaire, ce que tu as hérité de tes parents comme comportement. C'est vraiment très, très large le poids. C'est pour ça qu'il y a des gens pour qui ça va être plus facile, d'autres gens ça va être plus difficile. Puis c'est pas vrai que tout le monde peut avoir des abdos. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Fait que malgré ce que tous les influenceurs vont vous dire, on est tous capables. Non, vous n'êtes pas tous capables, puis ça serait peut-être, dans certains cas, une très mauvaise idée d'essayer. Donc, chacun sa réalité. Il ne faut pas que ton processus te rende plus malade que le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à perte de poids, perte de poids, perte de poids. Comme tu l'as mentionné, c'est pas le poids que tu veux perdre, c'est le gras. C'est ça. Puis on l'a tout vu là, au secondaire. Là. Une livre de gras et une livre de muscle, là, c'est pas la même grosseur. Là. Non, la densité, c'est 20% plus dense du muscle. Fait que, il me semble, 20%. Là. Mais il y a une beaucoup plus grosse densité au niveau musculaire. Fait que si tu t'es jamais entraîné, tu commences à t'entraîner, ben oui, tu vas perdre un peu de gras à cause de la dépense énergétique, mais ton muscle, il va grossir. C'est ça. Fait que, si tu prends fais juste à balance. Une livre de beurre, tu vois qu'il y a une petite différence de grosseur aussi. Après ça, c'est très compliqué. Le poids, sa balance, c'est un très mauvais indicateur de changement. T'en as-tu, toi, des clients que tu accompagnes dans un processus qu'on pourrait appeler de remise en santé au niveau de leur poids et de leur santé? Au niveau du poids, c'est jamais mon objectif, puis ça va être très clair avec mes clients. Si c'est ça ton objectif premier, on ne travaillera pas ensemble parce que moi, ça ne sera jamais mon objectif premier. Moi, ça va être vraiment d'optimiser la santé. Donc, tout ce qui n'a pas l'air de fonctionner de manière optimale, c'est ça que je veux travailler. Tu perds du poids dans le processus, tant mieux. Ça veut dire que tu avais du poids à perdre et ton corps était d'accord avec ça. T'sais. Après ça, les gens viennent voir pour une perte de poids, je vais leur dire parfait, c'est pas ce que je fais. Donc, je vais te référer. Moi, je ne veux pas focusser là-dessus parce que je trouve souvent que ça vient maladif de focusser là-dessus. Puis il y a beaucoup de gens même qui vont se rendre dysfonctionnels à vouloir perdre du poids. Dans quel sens? Ils vont faire trop d'exercices, ils vont pas manger assez, ils vont faire plein d'affaires qu'ils vont faire qui sont pas bonnes pour leur santé. Puis moi, c'est pas ce que je veux faire. Tu sais, je pense que quelqu'un qui a un surpoids, qui n'est pas impliqué dans le monde du conditionnement physique ou du culturisme, je pense pas que tout le monde sait c'est quoi la réalité d'être en déficit calorique excessif pendant plusieurs semaines, voire mois. Toutes les conséquences quotidiennes que ça peut amener. Tu peux vivre. Puis en même temps, l'être humain on est très mauvais pour rapporter notre propre rapport calorique. Là. Ça a été prouvé par plein d'émissions de télé, de Biggest Loser, plein d'études scientifiques, que si on te demande, même à toi puis moi, qu'est-ce que tu as mangé en calories depuis ce matin, même si je connais très bien ma nutrition, c'est sûr que je ne pourrais pas te dire l'apport calorique que j'ai mangé ce matin. Parce que je m'en fous, premièrement. Puis deuxièmement, c'est très dur de le calculer. Fait que ça, à un moment donné, tu connais-tu Lane Norton? Sûrement que oui, là, sur Instagram. C'est un gars de nutrition qui est très harsh. Il est capable d'être très stiff. Mais il dit, écoute, montre à quelqu'un ce que ça a l'air pour ouvrir 400 calories, mettons un repas, tu vas te rendre compte qu'il ne sait pas ce qu'il mange. Finalement, ce qu'il mangeait, c'était pas ça. Puis, c'était pas... c'est juste le concept de prendre une cuillère de beurre de pinot. Il n'y a personne qui prend une cuillère rase de beurre de pinot. Tout le monde prend une cuillère de beurre de pinot. C'est pas 80 calories, là, on est à 180. Là, il y a une différence de 100 calories. Je follow 2 nutritionnistes depuis plusieurs années. Pour moi, c'est mes piliers de nutrition. Puis les deux ont un objectif différent. Le premier, c'est Max Lugavere, de Genius Podcast, Genius Life. Ouais. Ce gars-là, côté science, recherche, il est excellent. Ouais. Il est excellent, puis il connaît son sujet. Je ne l'ostinerai pas là-dessus. L'autre, c'est The Fitness Chef. Je connais pas. C'est un Anglais que lui, là, il fait des vidéos short qui comparent des repas puis des portions. Puis il est comme, ça, c'est une Kit Kat. Une Kit Kat, ça a moins de calories que ta tasse à l'avocat. Puis lui, il est tout dans le portionnage. OK. Il est comme, tu sais, il monte les Snickers protéinés. Ah, ben ça, c'est 3 pounds parce que c'est un Américain, là, c'est un Anglais, fait que c'est 5 piastres. Mais ta scoop de whey, ben, c'est à 1 pièce, ta scoop. Puis si tu prends 2 tranches de pain, t'as 10 grammes puis de protéines, puis le coût, c'est de 9 cents. T'es comme, OK. Ce gars-là a tellement changé ma perception sur la nourriture
Puis, il est vraiment pas restrictif. Parce qu'il te mentionne que, bon, ben ça, c'est une calorie. Oui, sois au courant que si tu manges une Kit Kat, ça se peut que tu ailles faim et que tu aies un sugar crash. Ça se peut que tu ailles faim dans 2 heures. Mais si tu manges un bol de laitue puis tu es triste après, t'es pas plus avancé, là. C'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, je l'explique tout le temps que le rôle du naturopathe, c'est vraiment d'éduquer. D'expliquer au client, ça, ces différences-là. Là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé des clients, des fois, ils disent, mais tu m'as suggéré une tasse de patates ou une tasse de féculents avec mon dîner. Oui. Je peux-tu prendre 2 tranches de pain? Oui. Ça se peut que tu aies faim plus vite. Ah, c'est juste ça? Ben, attends. Client, ouais, j'ai vraiment faim. Tu vois la différence? Tu sais, c'est. L'apport glucidique était le même, mais c'est pas la même digestion. Donc, l'impact n'est pas le même. C'est pour revenir aux conséquences d'être en déficit calorique, il y a un YouTuber, Brownie, que je suis, que lui fait beaucoup de transformations avec des photoshoots à la fin. Puis, une des choses qu'il fait, puis il prend tout le monde. Lui, il en fait lui-même des transfos, il fait des transfos avec des clients. Puis, quand il arrive au cycle de déshydratation pour prendre le photoshoot, là, là, on dit ça, j'ai mal à la tête, ça fait 2 jours, j'ai pas bu une gorgée d'eau. Là, c'est pas le fun. Non, c'est pas ça. En plus, les principes de déshydratation, on s'entend, là, ça a beaucoup évolué. Là, mais oui, c'est pas intelligent non plus. Tu sais, des glucides, c'est ça que votre cerveau a besoin pour travailler. Si vous êtes au travail, vous n'êtes pas capable de vous concentrer, vous n'avez pas d'énergie. Ah, mais je suis rendu keto, je mange plus de glucides. Hein? Attends. Ouais, ça, c'est pas vrai, parce que le cerveau est capable d'utiliser quand même d'autres choses. Les cétones, les lactates, il peut utiliser, puis le corps fabrique son propre glucose. Donc, ça, il n'y a pas. Souvent, c'est comment la flexibilité métabolique, justement, qu'on expliquait tantôt. Parce que les gens, quand ils commencent à être pas capables d'utiliser d'autres substrats parce que leur métabolisme au niveau biochimique fonctionne mal, là, ils vont dire, ah, là, il est fatigué, de la misère. Ouais, mais c'est sûr. Ton cerveau, lui, il aime ça quand c'est constant, le flux d'énergie. Là, on a des grosses variables. Ça se peut que tu tombes dans l'une un peu. C'est pas l'idéal, là, mais. T'en penses quoi, toi, des régimes ou traitements choc, des fois des 1 mois sans sucre raffiné? Encore là, ça dépend de l'approche. Sans sucre raffiné, il faut définir raffiné. T'sais, moi, sans aliments transformés, OK. Ça, du ultra transformé, ça, je pourrais être d'accord. OK, on coupe. Je ne suis pas dans la restriction non plus. T'sais, je vais plus dire aux clients, regarde, on va inclure dans ton alimentation beaucoup plus de vrais aliments, mais tu vas me le dire. Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est plus d'essayer de comprendre, mais pourquoi tu as mangé ça? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi la situation? Ah ouais, c'est parce que j'étais un peu sur la route, puis j'ai pris ça. OK, parfait. Tu aurais pu arrêter au IGA aussi, puis acheter ça. Ah ouais, c'est vrai, hein? Ouais, ben, prochaine fois. OK. C'est pas de chicaner le client. Souvent, il ne le sait pas. Et souvent, maintenant, avec les épiceries, ça, j'ai aux gens, ah, mais ouais, c'est parce qu'il y avait juste ça. Ouais, OK, t'es arrêté où? Tel endroit. Parfait. Puis là, souvent, je vois sur Google Maps. OK, je vois qu'à 2 coins de rue, t'as un IGA extra. Ouais. Donc, ils ont un food court. OK. T'aurais pu te ramasser du poulet. Le même pain. Tu ajoute un pain au complet. Au pain, tu le ramèneras à la maison. Puis tu vas faire un vrai sandwich au poulet. Je veux dire, c'est toutes des affaires que tu n'as pas à la maison. Là, que tu peux juste acheter et faire un sandwich toi-même. Puis au lieu d'acheter le sandwich au couche-tard qui contient plus de maillot que de poulet. Fait que mais c'est donner des trucs. Je voudrais aborder vraiment des suppléments spécifiques. Puis, avec ta compagnie, je pense que tu t'y connais. Un peu. Un peu. Y a-t-il un supplément pour toi? Puis là, on peut rentrer tout là-dedans. Pas juste ceux-là que tes produits à toi, mais de tout ce qui existe sur le marché. Y a-t-il un supplément pour toi que tu trouves overrated? Que si tu pouvais faire disparaître des tablettes, tu le ferais demain matin. Il y en a beaucoup. Tu sais, les pré-workouts, c'est overrated, la majorité. Souvent, c'est que c'est pas tant que le produit est overrated, c'est qu'il est mal utilisé. Tu sais, ou il est mal véhiculé comme information. Tu sais, les BCA, super overrated. La littérature scientifique ne supporte pas rien. Beaucoup des boosters de testostérone, la littérature scientifique ne supporte pas ça. Il y a quelques plantes qui fonctionnent, mais la majorité, c'est pas viable. Beaucoup des produits pour l'estrogène vendus par l'industrie du fitness, c'est pas des formules qui ont vraiment un impact sur l'estrogène, malheureusement. Fait que,
tout ce qui est dans la performance, ça, on est correct. T'sais, créatine, ça fonctionne. Les affaires comme, justement, bétalanine, c'est bien utilisé, ça fonctionne. On a beaucoup, beaucoup d'ingrédients intéressants. Souvent, c'est comment c'est véhiculé, comment c'est vendu, que c'est problématique. C'est que c'est pas l'idéal. Parce que c'est rare qu'on ait des produits qui servent absolument à rien. T'sais, les fat burners. Les fat burners, ça, c'est inutile. T'sais, tous les produits qui vont dire perdre du poids, non, ça, c'est. Pour vrai, c'est pas utile. L'impact va être tellement peu significatif que tu serais mieux d'aller prendre une marche. Ça va coûter moins cher. Ça va coûter pas moins cher. Je te disais 80. Dans le temps, quand je traînais au début, quand j'ai commencé à traîner les suppléments en 2003, on avait des fat burners avec de l'éphédrine. Puis je disais pas que ça marchait mieux, mais il y avait un effet métabolique différent. Donc, il y avait un effet. Mais c'était-tu positif? C'est que c'était pas une bonne idée. Mais les formules qu'on a maintenant, c'est encore peut-être un peu moins agressif, mais ça ne fonctionne pas pantoute. La différence métabolique, souvent, ça va être l'équivalent de manger une pomme ou non. C'est très minime sur l'impact réel qu'on va avoir sur l'organisme. C'est peut-être le plus gros scam de l'industrie parce que c'est encore très vendu, les fat burners. Peu importe, stimulant, pas de stimulant, ça ne fonctionne pas. L'impact calorique réel à la fin est minime, minime, minime. Fait que tu vas perdre 60$ par mois. De l'autre côté, est-ce qu'il y a des suppléments qui sont underrated? Ben, la créatine est encore très underrated. Les gens pensent encore que c'est pour la performance, mais la créatine, c'est un peu pour tout. T'sais, on le voit pour l'Alzheimer, on le voit pour les capacités cognitives, on le voit pour le fonctionnement du système immunitaire. Ça fonctionne. C'est le supplément que si tu avais à prendre, c'est ça que je prendrais. C'est un peu... Oui, ma vision sur la créatine a énormément changé au courant des derniers mois même. Ouais. Ben, il y a l'étude, je ne sais pas si tu l'as vu sortir, là, mais l'étude sur l'Alzheimer, je pense qu'il prenait 10 mg. Oui. Puis, 10 grammes. 10 grammes, oui, c'est un cas vraiment extrême. Là. Mais, 10 grammes, c'est pas tant extrême comme dosage. Non? Ben non. La dose recommandée, c'est 5 grammes. 10 grammes pour... OK. Ça va rien au poids, puis 10 grammes, c'est loin d'être exagéré. OK. Puis, tu sais, il y avait eu de l'amélioration pour des personnes atteintes d'Alzheimer, puis Parkinson, tout ça. Au niveau de il y a un podcast, justement, Max Wilgever a fait avec une gynécologue. Pas une gynécologue. Ouais, une gynécologue qui mentionne que chez la femme, ils ont moins de capacité à retenir ou à produire la créatine. Et ils mangent moins de créatine parce qu'ils mangent moins de viande. Fait qu'avoir un supplément de créatine chez la femme, elle est là. Ah, puis quand tu arrives dans la ménopause, là, quand elle passe sa chute en ménopause, t'es comme, OK, ouais. C'est vraiment plus bénéfique qu'on pense, la créatine. Là. Oh oui, grandement. Mais tu sais, c'est assez simple. La créatine aide au fonctionnement de production d'énergie cellulaire. Donc, c'est logique que ça aide avec tout. Ton corps, c'est pas mal toutes des cellules. Je veux dire, ton cerveau utilise de l'énergie, comme on le mentionnait tantôt, pour réfléchir, puis travailler, puis se concentrer. Ton corps utilise de l'énergie en général. Là, fait que c'est sûr que si tu l'aides, ça va mieux aller. Là. Y en a-tu un autre qui serait underrated? C'est difficile à dire, parce que je veux pas... Il y a beaucoup de suppléments. Le magnésium, on le connaît. Là. Au niveau de nous, les naturopathes, on le sait très bien. Là, c'est très drôle parce que cette semaine, j'ai vu une pub de magnésium à la télévision. C'était la première fois que je voyais une pub suggérer de prendre du magnésium. Quand nous, en naturopathie, ça fait 15 ans qu'on se fend le cul pour le dire. Oui. Le magnésium, moi, je ne suis pas trop familier avec le magnésium comme supplément. Veux-tu élaborer un peu plus? Le magnésium va aider avec... le magnésium est impliqué dans plus de 600 réactions enzymatiques dans le corps humain, donc comme cofacteur dans des fonctionnements enzymatiques. Va aider à la production de neurotransmetteurs, va aider de la décontraction musculaire, va aider à stabiliser les molécules d'ATP que tu fabriques. Parce que quand tu fabriques d'ATP, souvent, on va y accrocher du magnésium pour la stabiliser parce que de l'ATP, c'est très instable comme molécule. Puis l'ATP, c'est la molécule d'énergie cellulaire, adénosine triphosphate. Donc, c'est impliqué dans à peu près tout. Puis l'alimentation moyenne américaine n'est pas très riche en magnésium parce que les gens ne mangent pas de végétaux. Les végétaux, on en retrouve pas. Le magnésium, on retrouve pas mal ça dans les végétaux. Si on mange trop de sucre, on urine du magnésium. Si on mange trop de sodium, on urine du magnésium.
Tu sais, c'est pas, j'ai fait, je sais pas combien de posts sur le magnésium au fil des années, que tout le monde bénéficierait d'avoir un meilleur rapport en magnésium, nutritionnel ou supplémentaire. La plupart des gens ne sont peut-être pas prêts à faire les changements nutritionnels adéquats, fait qu'on va suggérer un supplément. Mais c'est un supplément que pratiquement tout le monde va prendre et avoir des bénéfices? Oui, c'est vrai. Et pour le faire en pratique, on le voit, c'est vrai. Mais je suis pas encore rendu là dans mon développement de regarder le magnésium. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui fait attention à sa santé en général et tout. Bon, ça, quand tu manges bien, manges beaucoup de végétaux et tout, tu peux aller chercher du magnésium. Mais je dis aux gens, si t'es vraiment stressé, du normal, t'es un athlète, achète du magnésium. Une par jour, pas 75, une. Ouais. La vitamine D? J'adore la vitamine D. Je crois que c'est overrated et underrated en même temps. C'est overrated parce que les gens ne comprennent pas les études. OK. Tu vas avoir des gros titres, là, manque de vitamine D relié avec toutes les conditions de l'univers. C'est sûr. Avec les gens, on donnerait de la vitamine D à tout le monde. C'est là que tu n'as pas compris. C'est que la vitamine D, c'est une vitamine qui se comporte beaucoup plus comme une hormone. Puis c'est pas juste l'intake qui va moduler le niveau. L'intake est dicté par comment le corps l'utilise. Puis ça, la littérature est très, 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 très claire. Puis malheureusement, l'inflammation métabolique ou l'inflammation de bas grade qu'on appelle dans l'organisme, tout ce qui a rapport avec une mauvaise santé métabolique, un dysfonctionnement, va utiliser de la vitamine D. Donc, va séquestrer et utiliser de la vitamine D. Donc, ce que tu vois dans le système n'a pas juste rapport avec ce qui est rentré par la bouche ou par la synthèse cutanée. Fait que souvent, de se fier là-dessus seulement, c'est pas une bonne idée. Fait que, il faut regarder la bigger picture. Parce que combien de fois en pratique, j'ai vu d'autres collègues dire « Ah, mais je donnais la vitamine D, puis la prise de sang, ouais, ça n'améliorait pas, ça n'améliorait pas. » Oui, parce que tu ne faisais pas le résultat de job comme du monde. Le problème, c'était pas un manque de vitamine D, c'est que son système l'utilisait tout, ou l'absorbait mal, ou la métabolisait tout. Parce que normalement, le taux de vitamine D, il y a des études qui montrent que juste en travaillant sur l'aspect métabolique, puis en donnant d'autres suppléments qui participent à la santé métabolique, on améliorait le taux de vitamine D, puis on ne l'a pas donné. Okay. C'est la seule exposition qu'on avait, c'était le soleil, par exemple. Puis on s'entend que les Nord-Américains, on n'est pas des champions de contact avec le soleil. Fait que tu fais comme, OK, puis pourquoi il a monté? Parce que le corps a été capable. Le corps, il n'a pas tout pris. Et c'est overrated et underrated. C'est que les gens ne comprennent pas à quoi ça sert, puis pensent que, mais là, on va t'en donner jusqu'à temps que tu ne sois plus en carence, comme ça, on va régler ces rances de problèmes-là. Non. Les problèmes sont associés à pourquoi tu es en carence. Si je m'en vais à la pharmacie demain matin m'acheter un pot de vitamine D, puis j'en prends, ça ne veut pas nécessairement dire que pour moi, ça va avoir un effet quelconque. Ça se peut que oui, ça se peut que non. On va suggérer aux gens d'en prendre, parce qu'en Amérique du Nord, on a une carence en vitamine D assez élevée. Là. C'est 60 quelques % de la population. Okay. On va dire aux gens, prenez 2000 unités par jour. Comme ça, au moins, il y en a tous les jours. Parfait, il y en a. Est-ce que si t'es plus gros, plus gras, t'en as besoin de plus? Oui, la vitamine D va se solubiliser dans le gras. C'est une vitamine qui est liposoluble. C'est sûr que si tu pèses 400 livres, ben, tu en auras besoin d'un peu plus. Bon, c'est un ratio. Mais est-ce qu'on va t'en donner à outrance jusqu'à temps que ton taux soit sanguin soit normal? Ben non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que ton taux soit normal, mais peut-être pas en t'en donnant 20 000 unités par la bouche à tous les jours. Là, c'est que tu comprends pas ce que l'étude a dit. Tu comprends pas le métabolisme de la vitamine D. Puis ça, tu vas le voir souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de médecins, même des spécialistes, qui parlent de ça puis ils comprennent pas le sujet. C'est triste, là, mais bon, c'est ça. Puis, tu sais, l'apport du soleil... Il est assez élevé si tu vas au soleil souvent, là, et avec le corps relativement nu. Mais on s'entend, là. On n'est pas... Pas tout le monde qui a un balcon externe qui peut se faire bronzer tout nu. Mais... Puis la réalité, c'est que on a 2 ou 3 mois d'été par année. Là. C'est ça. On a un contact quand même restreint. C'est pour ça qu'on va suggérer, puis ça, même Santé Canada là, va suggérer un apport en vitamine D externe. Ils en mettent dans le lait. Là. C'est pas pour rien. Ils en mettent dans des produits pour justement en avoir. Au niveau, je vais revenir sur le supplément de sommeil. Est-ce que c'est des formules qui peuvent être
par un médicament standard de pharmacie, par exemple, qu'on pourrait retrouver ce que tu as, toi, dans tes produits? Non, nos formules sont un petit peu plus spécifiques que ce que tu peux retrouver en pharmacie. Il n'y a pas de mélatonine, c'est pas des formules bon dodo. C'est des formules un peu plus spéciales ou un peu plus spécifiques. On a vraiment allé vers des formules plus complexes pour aider à améliorer le sommeil en targetant plusieurs avenues en même temps. C'est pas juste une affaire. Premièrement, la mélatonine ne fait pas dormir. C'est pas le rôle de la mélatonine. La mélatonine, c'est un régulateur circadien. Donc, elle ne fait pas dormir. Fait que prendre la mélatonine en espérant t'endormir, ça se peut que ça ne marche pas, en fait. Souvent, ça ne marche pas. Parce que c'est pas ça le but. Nous, on est allé vers des plantes et des composés comme acides aminés, vitamines, minéraux pour aider à encourager le sommeil et d'améliorer la production de neurotransmetteurs pour le sommeil. Puis, il y a un autre produit que tu as de la santé intestinale. Ouais, Gut Health. Gut Repair? Gut Restore. Gut Restore. Ça fait quoi, puis c'est pour qui? Gut Restore, c'est peut-être notre produit le plus vendeur, outre le magnésium. Là, parce que on a une formule qui va s'adresser autant aux gens qui ont des symptômes de côlon irritable qu'il y a des gens qui ont des symptômes de colite ulcéreuse ou de maladies inflammatoires de l'intestin. On a les claims sur le pot. Santé Canada nous autorise à dire ça. Parce que les ingrédients qu'on utilise sont prouvés pour aider dans ces conditions-là. Donc, tous les syndromes du côlon irritable, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, tous les gens qui ont des inconforts digestifs problématiques, on peut leur suggérer de prendre un produit comme Gut Restore. Donc, c'est une formule qui va aider avec l'inflammation intestinale, qui va aider avec les spasmes intestinaux, qui va aider à refaire la muqueuse intestinale, donc la barrière intestinale, qui va aider à changer un peu l'environnement bactérien ou l'environnement de la flore intestinale aussi. Donc, le but de la formule, c'était vraiment ça. C'est d'aller adresser directement tous les problèmes reliés à l'intestin dans une formule. Puis c'est de quoi que tu prends quotidiennement? Oui, souvent, on va suggérer aux gens de prendre une portion le matin. Puis les cas plus graves, on peut en prendre une deuxième ou une troisième dans la journée, là, tout dépendant de la situation. Puis là, on parle du monde qui ont des conditions quotidiennes. C'est pas parce que t'étais... c'est pas le Super Bowl... Non, une grosse pizza qu'une poutine hier puis t'as mal au ventre, là, c'est pas pour ça. Là. Mais le client qui a toujours des problèmes, toujours un inconfort, toujours un ballon, là, on va le suggérer. Pour la maladie de Crohn, ça rentre-tu là-dedans? Oui, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, oui, techniquement, oui. Wow. J'ai une question que je pose à tous mes invités pour terminer le podcast. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Être en santé, à mon avis, si je pense que c'est de plus en plus vrai plus que je vieillis, c'est d'être capable de faire les choses que j'ai le goût de faire puis d'avoir l'énergie pour les faire. T'sais, parce que ultimement, c'est ça. Ultimement, c'est qu'on va être capable de vivre une belle vie, de se sentir bien, d'avoir le minimum d'inconfort possible. On a tous des inconforts, là, on s'entend, là. J'ai des bobos de ma vie de bodybuilder, puis j'ai des bobos de partout, puis ça, c'est correct. Ça fait partie de la vie. Là. Il y a de l'usure. Mais d'être capable de faire ce que je veux faire, puis d'être capable de continuer à le faire dans le temps, de manière efficace. S'il faut tout le temps que je me prenne un café pour faire quelque chose, il faut tout le temps... Mais là, c'est pas ça, être en santé. Je pense que les gens devraient être capables de vivre une vie où ils ont une énergie qui est bonne, stable, qui ne se sentent pas toujours drainés, toujours toujours un mal d'être, toujours pas en forme, pas capable de monter les marches rapidement. D'être capable de tout faire ce que tu devrais faire au quotidien, d'avoir de l'énergie, d'être capable de le faire, c'est ça être en santé. C'est pas l'absence de maladie. Là. Ça, c'est pas ça être en santé. C'est une réponse qui varie des autres, mais j'en avais eu un autre qui m'a dit être capable de lever mon petit-fils, ma petite fille. Ouais, exact. C'est ça, jouer à terre au petit camion avec. Pour les gens qui ont des enfants, m'est arrivé dans ma carrière, à un certain point dans ma carrière, j'ai rencontré un ami du secondaire qui était rendu obèse, morbide. Puis, il m'a dit, Mathieu, j'aimerais ça assister au mariage de ma fille. Puis là, elle a 3 ans, puis je pèse 450 livres. Fait qu'il dit, c'est sûr, je me rends pas. Tu peux-tu m'aider? Je dis, oui, on va t'aider. Fait que ça a marché, là. On l'a aidé, il est descendu à 370 livres. Déjà là, il fait 6 et 8, là, on s'entend, là, on va relativiser. Okay. C'est un monstre. Là. Mais je veux dire, à 450, là, c'était sûr que même à 6 et 8, tu ne te rendais pas nulle part avec ça.
Dans 13 ans, j'étais comme, Colin, dans 13 ans, tu vas être rendu dans le cas mi-quarantaine. J'étais ouf, pas sûr que ça va se rendre. Là, ben, et lui, c'était ça. Lui, je veux juste être en santé. Je veux pas être maigre. Je veux être assez en santé qu'être capable de me pencher, être capable de faire ce que j'ai à faire. Je comprends. Il dit, m'en fous, là, écoute, à 6 pieds 8, là, à 370, il était pas si gros que ça. Il était gras, mais pas tant que ça. Fait que tu fais comme, c'est relatif pour tout le monde. Là. Mais lui, c'était ça. Il est capable de me pencher puis de ramasser mes enfants par terre. Là, je suis pas capable. Ben, c'est ça. Fait que tout le monde a une définition de la santé qui est différente. Parce que tout le monde a une réalité différente. Mais le but, c'est d'être capable de faire ce que tu veux faire. Dans la sphère du normal. Ne demande pas d'aller courir 10 km, je vais dire ça ne me tente pas de toute façon. Fait que même si j'étais capable de le faire, je ne le ferais pas. Il y a des auditeurs qui veulent te rejoindre, qui veulent te suivre sur les médias sociaux, ton site web. Vous l'avez dans mon nom, The Holistic ND. Ça, c'est mon nom sur Instagram. Donc, c'est peut-être la plateforme la plus facile pour me rejoindre. Sinon, l'école de formation, tu l'as dit tantôt, c'est l'Institut AAT. Et la compagnie de suppléments, c'est NIH Supplément. Donc, tu peux trouver ça en ligne. On a des pages Facebook, Instagram et des sites web pour ça. Puis si vous écrivez Mathieu Bouchard ND sur Google, il y a pas mal de liens qui apparaissent. Avec mon nom, fait que vous allez souvent me trouver. Mathieu Bouchard, merci d'avoir été là. C'est moi qui te remercie, Félix. Passe à la prochaine. Bye-bye. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.